Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème du jeu vidéo. Et nous avons quelqu'un qui danse en plateau et qui n'est pas avec nous d'habitude. Pardon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ici, bonsoir Mais qui êtes-vous? Bonsoir, moi c'est PJ. Normalement je suis de l'autre côté, mais je suis de côté de la régie. Mais aujourd'hui on m'a laissé entrer. Enfin je suis entré, on m'a rien dit donc. Et pour un sacré sujet d'émission, je crois, et nous recevons deux autres personnes pour en parler. Tout à fait. Jordan. Bonjour. Jordan, tu as co-créé et tu co-présentes Pause Process. C'est exact. Alors Pause Process, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, en quoi ça consiste? C'est une chronique où on explique, on tente d'expliquer du moins comment marchent les principes techniques dans le jeu vidéo, comment on les crée et comment les techniques fonctionnent. En gros, exemple, comment la lumière fonctionne dans les jeux vidéo et hop, on fait un épisode. Ouais, vous avez fait des épisodes sur le ragdoll, sur les moteurs physiques, sur l'eau, Pas mal de trucs, sur pas mal de on choses. a une cinquantaine d'épisodes, si je dis pas de bêtises. Et dont un épisode sur les open world, je crois. De loin Sur Zelda, sur un certain jeu sur Switch, effectivement. C'est Ben qui l'a présenté, où on sert de Zelda pour introduire un peu, parler des open world en général. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On en parle également avec Thomas. Bonsoir. D'un drop dans la mare. Oui, c'est ça, oui. Alors, un drop dans la mare, c'est un peu le Élise Lucet du jeu vidéo. C'est gentil, je prends ça comme un compliment. Alors, donc tu animes une émission qui s'appelle Free to Pay, c'est ça? Oui, ça c'était une chronique qu'on avait fait pour un site qui s'appelait Game Love à l'époque, mais on a surtout une chaîne YouTube, donc on s'occupe, qu'on gère à deux, où on fait des vidéos, on parle de jeux vidéo et de son industrie, de son business. On rentre moins dans le game design, du coup moins à l'intérieur des jeux, mais plus dans ce qui se passe autour. Dans l'écosystème. Et du coup, ma fourche à languer, je parlais de fleurs de sel. Oui, ça c'est une chronique qu'on a fait l'année dernière. Aussi, évidemment. Bon, on peut retrouver tout ça sur YouTube, donc c'est un drop dans la mare, voilà, tout simplement. Très bien. Merci. Et on a Grégoire. Salut Karel, salut tout le monde. Salut Grégoire, notre nouvelle tête de la saison qui finalement prend ses aises en plateau. On l'espère. On l'espère. Je l'espère. T'as intérêt à assurer aujourd'hui, parce qu'on va parler d'open world. Et, Je me suis bien documenté sur la question. Pause Process et a joué un petit peu quand même. Game Next Door aussi, mais bon. Voilà, t'es tout émoustillé, c'est trop mignon. Bon, les amis, cette semaine, on aura en plus de notre grand débat sur les open world, disons d'où ils viennent, d'où ça vient tout simplement la notion d'open world et où est-ce que ça se dirige aujourd'hui. On va également parler de Daredevil saison 3 avec toi, PJ. Youpi. Voilà. Quel moment de bonheur. On a pris notre temps la semaine dernière pour en parler bien cette semaine et on parlera également de Soul Calibur 6 avec Titouan qui animait le Before eSport juste avant nous et donc voilà, émission consacrée 100% eSport avec cette semaine on parlait de l'eSport amateur je crois, donc vous pourrez retrouver le replay sur le site. Les amis, je crois qu'on est bon. Avez-vous quelque chose à ajouter? Bonjour, juste. Très bien, ok. Vous pouvez nous suivre donc sur les réseaux sociaux, hashtag HPL, n'hésitez pas à réagir pendant toute l'émission, on vous lit. On a également la chatbox avec Phenom qui nous dit bonjour. N'hésitez pas à partager vos anecdotes et vos questions pendant toute l'émission, on est là pour y répondre. C'est parti pour la Newsbox. Et on a perdu une oreille et on commence donc avec la Newsbox avec donc Muriel Tramis. Figurez-vous, Muriel Tramis, de qui s'agit-il? Petit quiz autour du plateau. Moi je sais mais je dirais pas sinon c'est pas juste. Alors, Pareil. Très bien. Alors, c'est très bien. Je vous donnerai la réponse en fin de chronique. Muriel Tramis donc a été décoré chevalier de la Légion d'honneur cette semaine par Mounir Majoubi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, dans le cadre de la Paris Games Week. Et qui est donc cette charmante madame? Elle est originaire de Martinique. Elle a bossé dans l'aérospatial, dans le génie militaire, pardon. Et elle a travaillé chez Cocktail Vision pour s'occuper des jeux Adi et Adibou. Voilà, donc voilà. Elle a lancé le grand boom du jeu vidéo pédagogique en France. Le Adiboom. Pardon. Mais c'est pour ça que je suis jamais en plateau, moi. Faut pas. Il faut pas. Et donc elle a été décorée chevalier de la Légion d'honneur. C'est la deuxième personnalité et la première femme du milieu du jeu vidéo à avoir reçu cette distinction après David Cage. Voilà. Il n'y avait pas Miyamoto ou Miyamoto, il avait été Ancel. fait chevalier des arts et des lettres en même temps que Michel Ancel, effectivement, mais il n'a pas reçu la Légion d'honneur. Mais Michel Ancel, voilà, est-ce que cette décoration en appelle d'autres? Tu viens de donner peut-être un horizon de réponse. Faut que je donne une personnalité qui Ah non, pourrait je ne sais l'avoir. pas. Oui, non, je ne sais pas, vu que tu avais dit Michel Ancel comme ça. Ah non, parce que je pensais qu'eux aussi avaient eu la Légion d'honneur. Donc, je confonds les deux. C'est des médailles quoi. Ils ont été récompensés, ils ont été reconnus. Après, est-ce que ça change concrètement quelque chose les deux? Moi je connais pas la différence entre les deux. Donc, disons que c'était plutôt intéressant de voir ça dans la mesure où c'était un point d'étape pour la première année de l'initiative Women in Games aussi. Donc c'est aussi là pour récompenser un mouvement de fond au niveau de l'industrie. D'ailleurs il y avait toute une table
table ronde à ce sujet à la Paris Games Week. Très On intéressant. vous en parlera la semaine prochaine. Et donc PJ, c'est toi qui vas donc prendre la suite parce qu'il me semble que en ce moment c'est Halloween, Oui. mais à peu de choses près, et une double programmation un peu monstrueuse. Complètement. Alors déjà première news, une qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis un grand fan. On a des nouvelles de Sir Daniel Fortesque, donc le personnage principal de Medieval, qui est en plein travail en ce moment, puisque alors l'année dernière, il me semble que c'est au niveau de la Paris Games Week aussi que ça a été annoncé. Il y a un remake de Medieval qui est en cours, mais effectivement là on a maintenant encore plus de détails grâce à Sean Layden, pardon, du Sony Worldwide Studio, qui dit que en fait ce sera pas un remaster, ce sera bien un remake. C'est-à-dire que vraiment ils vont tout reprendre à zéro, ils vont reprendre les artworks de base, certains trucs certaines mécaniques de gameplay, mais ils vont quand même le réadapter au goût du jour, histoire que ce soit un peu moins difficile. Parce que c'est vrai qu'à l'époque déjà, moi Medieval, je me rappelle pas avoir dépassé le 4e niveau, mais c'était quand même très bien. Mais voilà. Ouais, c'était un peu les débuts de la plateforme 3D aussi. Donc, Exactement. Mais après bon, pour le coup il y a toujours pas de date précise, si ce n'est 2019. 2019. Voilà. Donc après Spyro, après Ratchet Clank. Après Crash, après Spyro, ouais. J'attends Croc, moi toujours, mais bon. Évidemment. Si tu m'entends, Croc, réponds-moi. Est-ce que du coup, Thomas, Jordan, vous attendez Croc ou Medieval, ça vous fait envie? Personne. Un petit peu pour Croc, ouais. Un petit peu. Ah, quand même. On a bien fait de vous mettre du même côté du plateau, c'est bien. Et tu as, je crois, dans le mood monstrueux, et j'étends ma. Je continue, excuse-moi. Voilà, bien sûr, dans le monde monstrueux du jeu vidéo, il y a également 3 titres qui déboulent sur Switch l'année prochaine, pardon. Complètement. Là, il a été annoncé dernièrement que Capcom allait sortir donc les 3 Resident Evil sur Switch. Donc Resident Evil 1, Resident Evil 0 et Resident Evil 4, dans l'ordre chronologique, on est d'accord. Donc toujours pas de date, mais donc voilà, ça permet. Enfin moi en tout cas, ce que je trouve assez cool, c'est que avec ça, avec Dark Souls, avec d'autres en plus, mine de rien, la Switch, les Nintendo, moi je suis bien content d'avoir des trucs autre chose que de l'indé ou que du jeu Nintendo en fait à mettre sous la dent. Et je trouve ça très cool aussi que ce soit un côté un peu plus adulte. Je trouve ça, j'aime bien. Aller retrouver, disons tout un répertoire de jeux, même fût-il rétro. Qui sortent un peu du répertoire habituel. Exactement, et qui permet justement d'avoir peut-être un public un peu plus adulte. Moi, je dis pas non. Oui, les suplexes de Léon dans le métro, c'est toujours bien. Vous accueillez cette news avec enthousiasme, Jordan, Thomas, Grégoire? Un peu bof. Un peu bof. Tu les as déjà tous faits, t'as pas trop envie de les refaire? Non, j'ai pas de console en fait. Ah, t'as pas la... J'ai une PS3. D'accord. Ah oui, donc t'étais vraiment en fait, t'es PC à fond. PC, non, dev. Je joue pas les jeux vidéo, non. Je joue comme Monopoly. Je suis un gros joueur PC. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est plutôt des jeux que tu attends sur Steam ou sur GOG ou sur d'autres plateformes. Ouais, bon. Je joue principalement qu'à des FPS, à des jeux de gestion, donc c'est un peu compliqué. Oui, t'es pas trop le client, la clientèle visée. Grégoire? C'est pas trop mon truc, les zombies. Donc voilà. Série, jeux vidéo, c'est pas mon truc. Mais enfin, 2019, ça va être l'année de la renaissance de Resident Evil. Enfin, il y a Resident Evil 2 qui arrive et tout. Resident Evil, c'est bien chez les autres, mais pas chez moi. D'accord. Je prendrai un autre jeu. Et Thomas, chez toi, comment ça se passe? Je me fais pas beaucoup de remakes en fait. Si c'est des jeux que j'ai déjà fait, en général, je retourne pas dessus. Ok. Bon bah écoute, ça veut dire que tu les as déjà fait, donc. Ça dépend, parce que si on parle de remake ou de remaster, attention. Oui, ça dépend, parce que je pense que remaster, en fait, ils l'ont un peu épuisé, du coup, c'est plus un argument marketing, maintenant on parle de remake, mais bon, ça c'est un détail. Effectivement. Bah écoutez, on suivra ça. Je pense, non, mais on va beaucoup parler de Capcom au mois de janvier, au mois de février, étant donné l'actualité, donc on se garde des cartouches. Et du coup, Grégoire, c'est toi qui prend la main, qui va nous parler de Microsoft. Effectivement, une nouvelle est tombée cette semaine. Donc Nadella, le CEO de Microsoft, a annoncé à ses investisseurs qu'ils allaient porter le Game Pass sur PC et que ça ferait partie de la stratégie jeux vidéo de Microsoft envers les joueurs. C'est une nouvelle qui intervient dans un changement de ligne directrice plus global chez Microsoft, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus envie de sortir des titres valables à la fois sur PC et sur console via leur Microsoft Store, une convergence qui est censée les aider, notamment à faire face à Sony, dont le catalogue PS4 est beaucoup plus fourni que Microsoft niveau exclusivité. Après, bon, en fait, ce qu'il y a, c'est que dans le sillage de la conférence E3 de cette année, qui avait été très remarqué, et puis de tous les changements de lignes stratégiques qui ont été faits tout au long de 2018, notamment l'ouverture cross-platform qu'on avait évoqué ici même en plateau il y a quelques semaines, on peut se dire
voilà, on assiste enfin à l'alignement de Microsoft sur les autres éditeurs en fait. Par exemple, Electronic Arts a effectivement une offre pour PC et pour Xbox, Origin et EA Access d'un côté et de l'autre. Ouais, ils veulent vraiment créer un écosystème, enfin arrêter avec Xbox comme hardware et créer un écosystème global qui regroupe les PC Enfin, ouais, et ça aligne vraiment sur le reste, quoi. et les consoles, et du coup tu vas pouvoir jouer à Forza Horizon 4, j'imagine, et à Cuphead. Moi Oui, Jordan. Je joue pas aux jeux de voiture. Et en fait, j'ai pas apprécié du tout. Non, mais écoute, je te taquine. Et tu as également une autre news, cette fois-ci Sur on d'autres studios américains, mais cette fois-ci dans le milieu de la production. tout à fait dans le milieu de la production cinématographique. Oui, absolument. Avec Alors- Legendary Pictures qui a acquis les droits du manga de Korei Horikoshi, Horikoshi. My Hero Academia, et qui a annoncé qu'un film live action devrait être préparé pour transposer ce manga sur grand écran, et avec comme réalisateur Jay Ashenfelter, le réalisateur de c'est Pacific Rim 2, je pense. Non, Pacific Rim 2 c'était Steven The Knight, le mec de Daredevil. Et là, à le mon nom que avis, tu as sorti me dit rien. Ashenfelter, c'était soit réalisateur, soit producteur, je pense, ok. sur ce film. Ok. Après, d'accord. voilà. Mais donc, pour ceux qui ignoreraient encore ce qu'est My Hero Academia, sur les aventures du jeune Midoriya, Izuku Midoriya, qui est un jeune garçon né sans super pouvoir dans un monde où 80% de la population en possède et où les héros sont légion. Et donc, le héros, l'idole de Midoriya, qui est All Might, le plus grand de tous les héros. C'est Voilà. pas Action Man. Et Midoriya espère suivre les voies de Midoriya. Bah, peut-être Dwayne Johnson pour Oui, All Might. il y a un énorme trucage qui circule effectivement C'est là-dessus. ça. Et à l'heure actuelle, on ignore encore tout, donc date de sortie, non rattaché, enfin même début du tournage, à voir ce que ça va donner comme projet. Enfin, c'est encore un embryon à ce stade, mais il y a déjà eu un film qui a été diffusé en avant-première à la Japan Expo, Two Heroes. Voilà. C'était un film d'animation effectivement plutôt sympathique, mais voilà, bon, la licence My Hero Academia n'en finit pas effectivement de percer hors du Japon et de devenir un petit peu le shonen de la décennie pour toute une génération de gamins. C'est Ils plutôt ont annoncé la 4e saison de la série télévisée, Ouais, effectivement. Puis, alors que la 3e n'est même pas finie. oui, oui, non, mais c'est dire. Voilà. C'est en fait chez nous tout le monde est à fond sur les titans, et en fait je pense que c'est vraiment My Hero Academia qui a trouvé le bon filon au bon moment avec les bons super héros aussi. Et voilà, disons que Hollywood s'entend peut-être le MCU, le Marvel, tout ça, ça s'épuise un peu, peut-être à l'épuiser chez les Japonais, sachant qu'il y a pas mal de films adaptés de Japanimation depuis Ghost in the Shell qui vont arriver. Gun au mois de janvier, je rappelle. Battle Alita, oui. Voilà, mon dieu. Bon, un nom de plus donc sur la grande liste de la Japanimation à Hollywood. Voilà. Les 2020 vont être passionnantes. J'ai une news un peu moins réjouissante qui nous vient du milieu du cinéma. Ce sont les sœurs Wachowski qui pourraient arrêter leur carrière. On a appris qu'elles revendaient le siège de leur compagnie de production. Et faute de projet, donc c'est-à-dire que voilà, elles ont juste plus de matériaux de travail. Et c'est le scénariste Robert Cargill qui s'est livré sur Twitter. Apparemment, ce serait même lié au fait que Lana Wachowski veut arrêter. Elle estime qu'elle a raconté tout ce qu'elle avait raconté au cinéma, dans ses œuvres, etc. Et qu'elle n'a plus la motivation pour continuer. Donc peut-être qu'on arrive à la fin de la carrière des sœurs Wachowski, même si Robert Cargill leur souhaite une pause à la Soderbergh et un retour en grâce dans quelques années. Mais oui, voilà, c'est une news peut-être un petit peu tristounette. Je te vois. Non, je suis un peu dubitatif. Un peu dubitatif. Non, à part Matrix. Qu'est-ce Speed qu'elle avait Racer. fait Speed Racer, Cloud Atlas, Sense8, Jupiter également, Ascending. Jupiter Ascending. Donc effectivement des films qui ont peut-être trop gros pour le public qui visait aussi. Bah, en fait, moi, mon film préféré, franchement, des Wachowski, ça reste Speed Racer, mais c'est parce que justement le côté image, enfin l'imagerie est totalement folle, mais à mon avis trop folle en fait pour le grand public, et je connais plein de gens qui l'ont détesté parce que justement c'est complètement absurde. Mais moi en fait c'est ça que j'aime en fait, c'est les Wachowski, c'est ce côté on met ce qu'on veut à l'image, on fait ce qu'on veut, et puis on met des concepts complètement dingues, on s'en fout, on fait tout ce qu'on veut, c'est le bordel. Mais c'est ça qui est cool. Et c'est dommage que, enfin après.
peut-être qu'effectivement il y a peut-être une idée plus de pause, parce que c'est vrai que mine de rien tout ce qu'elle raconte c'est fort et il y a beaucoup de choses. Donc il faut quand même, je pense, un peu de temps pour pouvoir trouver d'autres trucs à dire. Effectivement. Jordan, tu regrettes un peu cette fin de carrière d'Eva Wachowski si jamais elle était avérée? Bon, si ça peut éviter d'avoir un reboot de Matrix ou un Matrix 4, Ça l'empêchera pas. Ça se fera quand même, hein. C'est prévu. Ça, Warner Bros l'a prévu malheureusement. Donc bon bah tant pis alors, voilà. c'est dommage. Aux dernières nouvelles, il s'agissait d'un spin-off sur la jeunesse de Morpheus. Voilà, vous savez tout. On finit ce point news sur. Si c'est comme Solo, ça peut être une bonne nouvelle. On finit ce point news sur, en revanche, plutôt une bonne nouvelle du côté du jeu vidéo. On finit la boucle avec donc le Stunfest qui revient pour sa 15e édition en 2019, malgré les mauvaises nouvelles qui nous étaient parvenues à la fin de l'édition 2018. On apprend que PJ, tu vas te calmer tout de suite. On apprend donc que le festival du jeu indépendant et du jeu de combat revient cette année avec une nouvelle édition à Rennes qui profitera des nouvelles infrastructures de la ville, nouvelles gares, plein de nouvelles infrastructures. J'ai échangé un petit peu avec Peter Pescari à la Paris Games Week. Apparemment, ils auraient débloqué des fonds auprès des collectivités qui ont pris conscience de l'importance culturelle de cette manifestation. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez envie d'aller au Stunfest cette année? Quel regard est-ce que vous portez sur Stunfest? PJ, je te vois un peu. Moi, de manière générale, les jeux de combat, c'est pas vraiment mon truc. Donc, après, les rassemblements autour de la culture vidéoludique, moi, je soutiens toujours. Je suis toujours très, très content, mais on me dira sûrement pas parce que c'est pas non plus ce que je préfère comme style de jeu. Voilà. Thomas? J'adore le Stunfest. Autant je déteste la Paris Games Week, autant le Stunfest, autant pour l'ambiance que pour les conférences qui peuvent y être présentées. C'est vraiment un événement agréable. Ça a l'air beaucoup plus détente déjà. Super galettes de saucisses. Et les galettes de saucisses, imbattables. C'est vrai. Jordan, dis-nous en plus. Les galettes de saucisses, c'est super cool. Non, ça va, le Stunfest, c'est plutôt sympa. Les gens sont sympas avec nous. Après, c'est parce qu'ils me reconnaissent, donc ils sont un peu sympas. Mais je veux dire, l'ambiance est cool. Il y a vachement moins de monde qu'à la Paris Games Week. Et il y a quand même pas mal de vieux jeux d'arcade, tout ça à voir. Donc je trouve que c'est cool. Donc on rappelle que ça se déroulera à Rennes du 13 mai au 19 mai. Voilà, donc les amis, c'est fini pour ce premier point news. Grégoire, tu voulais réagir sur le Stunfest? Absolument pas, moi ça me va très bien. Voilà. Très bien. Merci Grégoire. Merci Grégoire, très bien. Écoutez les amis, c'est fini pour ce point news. On espère que vous restez avec nous après la pause musicale. On va parler de Daredevil saison 3 et de Soul Calibur 6 avec Titouan qui va nous rejoindre en plateau. Pour l'heure, on s'écoute Henry, Windy Summer, remixé par Night Tempo. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels, toujours avec donc Thomas d'un drop dans la mare. Toujours là. Jordan de Post Process, j'ai failli m'emmêler. Un drop dans le process. Tout va bien. Et on est rejoint par Titouan. Oui. Me revoilà. Alors, ça a été le Before eSport? Ça s'est très bien passé, on a parlé de plein de choses très intéressantes. La scène amatrice, c'était très intéressant. Voilà. Très bien. En parlant de Matrice, du coup, une petite réaction sur les sœurs Wachowski. Non, je déconne. Alors, tu vas nous parler de Soul Calibur 6. Tout à fait. Et PJ va nous parler de Daredevil saison 3. Je vais essayer. Vous êtes bon? On est bon? Bon, très bien, les amis. Donc, n'hésitez pas, évidemment, sur le chat à réagir aux critiques et à poser vos questions. On est là pour y répondre et vous avez deux brillants chroniqueurs en plateau pour en parler. Les amis, c'est parti, c'est les critiques. Mais c'est de la merde! Alors, Titouan, Soul Calibur 6, retour triomphant? Eh bien, écoute, Karel, on peut dire oui déjà. Voilà. Merci. C'est tout. Merci beaucoup. Non, pour faire pour revenir un petit peu sur la série, donc Soul Calibur a vu le jour en 1996. Ça s'appelait alors Soul Blade. Sur PlayStation, c'est sorti et c'était alors le deuxième jeu de combat en 3D à mettre en avant des armes blanches après Battle Toshiden Arena. Rest in peace. La série connut un franc succès et de nombreux épisodes ont été créés. 8 pour être exact, avec quelques épisodes sur console portable aussi, sur la PSP. Et cette semaine, j'ai eu le plaisir de pouvoir tester le 9e épisode de cette série, donc Soul Calibur 6. Soul Calibur 6 est développé par Project Soul et édité par Bandai Namco et disponible sur PS4, Xbox One et Windows. J'ai pas testé le cross-platform, c'est à voir, mais je ne pense pas que ça marche. Dans cet épisode, on suivra pour l'histoire principale Kilik avec ses amis Maxi et Xianghua qui devront combattre le mal et apprendre à contrôler ses pouvoirs pour ne pas être absorbés par Soul Edge. Une histoire assez classique, mais qui reste toujours plaisante à faire, sachant que Soul Calibur est une des rares
série de jeux de combat qui met l'accent sur le jeu solo avec 2 modes de jeu local, donc le mode chronique d'âme et balance de l'âme. Donc le mode classique de l'histoire est le mode chronique d'âme, et après on a un second mode solo le mode mission, donc qui s'appelle balance de l'âme. C'est un mode plutôt intéressant qu'on avait déjà dans les premiers Soul Calibur, où il faudra créer son personnage, donc d'ailleurs avec un éditeur de perso plutôt sympa, où des mecs se sont amusés par exemple à faire des pistaches géants, tout ce genre de choses. Ronald McDonald, voilà, très intéressant. Et donc on créera notre perso pour ensuite parcourir différentes missions. Pour progresser dans l'histoire, il faudra faire des missions au choix, qui nous feront d'ailleurs pencher soit vers le bien ou soit vers le mal, ce qui nous débloquera différentes missions en fonction de ce qu'on choisit. Il y a un système d'XP classique où l'on progresse de niveau et notre perso devient logiquement plus puissant. On trouvera aussi au fur et à mesure des armes plus ou moins puissantes qui changeront notre style de combat. Donc par exemple, si on a le fleuret de Raphaël, on jouera comme Raphaël. Si on a la double épée de Gros, on jouera comme Gros. Et je dis bien Gros. Donc voilà, après on a d'autres modes de jeu, donc le mode de création pour modifier les persos, le mode duel pour faire de l'arcade, du versus ou de l'entraînement, le mode réseau pour jouer en ligne, le mode musée pour voir plein de belles bios et les options LPSN. Voilà, bon. Pas mal de choses, effectivement. Alors on reste quand même dans le classique pour l'instant. Est-ce que ce 6e épisode, malgré toutes les promesses de retour aux sources, apporte quelques nouveautés? Eh ben oui, Karel, je vais le dire, oui. Effectivement, le gameplay est repris de celui des Soul Calibur classiques. Une attaque horizontale annotée A, une attaque verticale B, la défense G et le coup donc à main nue noté K, donc coup de pied, coup de genou, voilà, tout ce qu'on veut, mais c'est sans les armes. Donc étant un jeu de 3D, les sidesteps sont extrêmement importants, mais attention du coup avec les attaques horizontales. Le jeu comparé à un Street Fighter ne se base pas sur des quarts de stick, mais des combinaisons de touches AC5 par exemple, avant et A plus B. La subtilité sera qu'en courant ou en faisant un sidestep, les coups n'auront pas les mêmes propriétés. Il faudra donc apprendre à bien gérer le tout. Et on a aussi quelques imbloquables comme dans la plupart des fighting games. Pour les nouveautés, on a l'Impact Guard, voilà, en français, qui permet de faire un contre si l'on appuie sur donc G, qui est la garde, et vers l'avant en même temps que l'attaque adverse. On aura alors l'avantage sur l'adversaire pour directement lui asséner un coup dévastateur. Celui-là je le garde. Un coup dévastateur. Elle est dans le bêtisier, celle-là, fais gaffe. Et nous avons surtout le Reversal Edge, qui est une sorte de pari qui lance une situation de pierre-feuille-ciseau. Donc en appuyant sur R1, on déclenche cette Reversal Edge. Si l'ennemi nous frappe, les attaques seront absorbées jusqu'à un certain point. Si on en enchaîne trop, ça ne marchera pas. Et on lancera à ce moment-là une contre-attaque. Cette situation a fait grincer des dents quelques joueurs, mais après l'avoir plutôt bien analysé, le système est équilibré et apporte un certain aspect stratégique qui est au final plutôt sympa. On a aussi le Critical Edge, donc qui lance un coup spécial et qui brûle une barre de spécial, sachant qu'on peut en accumuler jusqu'à 2. Ou alors la Charge Soul, qui permet de brûler une barre de super et d'avoir accès à des coups plus puissants et aussi de nouveaux enchaînements. À noter que certains persos comme Kilik ou Greux ont une transformation physique quand ils passent en Charge Soul, ce qui est plutôt sympa visuellement. Autre nouveauté, du coup, j'en parlais juste avant, Greux, donc qui est d'un des nouveaux personnages de la licence, qui manie une épée double lame pouvant se séparer en deux et qui a accès du coup à une stance en séparant ses lames, ce qui est plutôt sympa. On a aussi, donc comme depuis toujours dans la série des Soul Calibur, un perso invité. Et pour ce 6e épisode, donc voilà, nous avons le magnifique Greux. Pour ce 6e épisode, nous avons comme personnage invité Geralt de Rive, autre que donc le héros de The Witcher, donc qui manie son épée ainsi que ses pouvoirs d'enchanteur. Donc on pourra faire des combos mêlant magie et voilà, des combos mêlant magie et épée avec son tranchant dévastateur. Évidemment. Et on a appris également que Toubi de Nier Automata rejoint. Tout à fait, il a rejoint le roster. Yoko Taro s'est déplacé à la Paris Games Week, lui. Donc, du coup, qu'en est-il de l'aspect graphique? Alors, le jeu tourne sur Unreal Engine 4, comme la plupart des fighting games récents. Donc, ce moteur permet des combats très fluides, malgré des animations bien foutues et très impressionnantes. Certains diront même que le jeu est un peu trop chargé à l'écran, ce qui empêcherait une bonne visibilité, mais rassurez-vous, ce n'est pas non plus un DBZ. Malgré quelques effets bien stylisés, le jeu reste quand même extrêmement lisible. Comme l'avait fait Tekken 7 juste avant, Soul Calibur 6 utilise un magnifique effet de ralenti lors des phases de Reversal Edge. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, je ne sais pas si ça s'affiche actuellement, mais une petite super, voilà, pour vous dire comment les effets visuels, ce que ça représente. Donc on aura, je disais, lors de la phase de Reversal Edge, un léger ralenti, ce qui aussi nous permettra de choisir plus longtemps, comme c'est une situation de pierre-feuille-ciseau, quel bouton on va appuyer. Et ça rajoute aussi un certain aspect spectaculaire, ce qui est vraiment très agréable à l'œil. Donc on sent que Project Soul
le développeur du jeu, s'est décidé à mettre la barre très haute pour se mettre au niveau de la concurrence. À noter que les musiques sont vraiment excellentes, on peut l'écouter en arrière-plan. Et oui. Non, faut pas parler, faut écouter la musique. Donc c'est des musiques style médiéval mais plutôt récentes, ça a été remis au goût du jour, c'est très sympa. On a aussi un sound design vraiment aux petits oignons. Après, moi j'ai toujours eu un souci avec les voix de Soul Calibur, ils sont restés dans leur veine, voilà. Moi c'est pas ce que je préfère, donc pour moi c'est un petit peu moyen, mais bon voilà. Soul Calibur 6 donc ravira aussi bien les nouveaux joueurs pour découvrir la série et aussi bien que les vieux de la vieille, je le conseille vraiment fortement. Très bien, bah écoute, c'est effectivement, t'as bien fait de mettre en avant le côté très spectaculaire du pierre-feuille-ciseaux, parce que c'est peut-être aussi là-dessus que ça va se jouer pour les compétitions e-sport par exemple, je ne sais pas. Ah oui. Tekken avait pas mal joué là-dessus, justement, Namco reste près de sa stratégie, j'imagine. Soul Calibur 6, autour du plateau, est-ce que ça vous fait envie? Alors Jordan, je sais déjà que non, parce que tu es joueur PC et que c'est pas du tout. Exactement. Mais est-ce que quelque part c'est sur Windows? Tu es piégé, Les jeux de combat, ça va, mais là c'est jeu de combat 3D, donc ça me touche un peu moins. D'accord, ok. Décidément, hein, on va réussir. Et toi Thomas? Je suis plus grand public et je suis pas un fanatique des jeux de combat, mais en dilettant, je trouve que j'ai des bons souvenirs sur Soul Calibur. Sur Dreamcast. C'est accessible même pour les gens qui maîtrisent pas trop le truc. J'ai gagné un concours Soul Calibur quand je devais avoir 10 ans. Ah bah voilà. Mais il nous a pas tout dit. J'ai gagné. J'ai terminé 3ème. Alors du coup, Thomas, ce qui serait intéressant, c'est que t'as joué au 4, t'as joué au 1 et 2, du coup, plutôt cette période-là? Oui, plutôt. Ouais. Plutôt, justement, est-ce que le 6 serait pas la bonne porte d'entrée, étant donné qu'ils reviennent au 2 et aux fondamentaux de la maniabilité? Enfin, ils oublient tous les trucs un peu du 4 et du 5, un peu qui alourdissent un peu. C'est un peu moins chargé en fait. Ouais. C'est un peu plus léger en gameplay et on a des enchaînements bien sûr qui diffèrent. Chaque année, ils rechangent un petit peu bien sûr les enchaînements et les coups, mais on retourne un petit peu aux sources en ajoutant des choses sympas, voilà. Est-ce qu'il y a toujours Yoda? Non, il n'y a plus Yoda parce que c'était le personnage invité de Soul Calibur 4 sur PlayStation et sur Xbox, c'était Dark Vador. Ouais. Ça changeait toujours en fonction des versions. On avait Spawn aussi sur Soul Calibur sur Xbox. Ou Link sur GameCube et sur PS2, je ne sais plus. C'était pas Kratos? Non, c'était Heihachi. C'était Heihachi. Heihachi, Kratos, c'est sur la version PlayStation portable. C'était pas Yoshimitsu? Yoshimitsu est dans tous les épisodes. D'accord, ok, très bien. Parce que j'ai jamais vraiment compris, mais... Greg, du coup, non, tu n'es pas Grégoire. Tu es circonspect. Comme le Stunfest. Comme le Stunfest, absolument. Non, Soul Calibur, je connais pas très bien cette saga. Voilà, est-ce que tu te laisserais tenter peut-être? Pourquoi pas. Après, est-ce que ça m'attirera plus que, je sais pas moi, Assassin's Creed Odyssey? Bon, c'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu, mais c'est plus ma cam. Disons que tu as bien choisi ton sujet de débat aujourd'hui, je crois. On reste pour plus tard. On salue effectivement sur le chat la débauche, alias Benjamin Benoît, qui envie ce plateau. Il fait 40 degrés aujourd'hui. On peut presque. Ouais, il doit faire un petit 36. Un petit 36. On salue Monique Duterter aussi et The Maniac qui nous pose la question: est-ce que finalement ça ne se rapproche pas plus de Soul Calibur 3, y compris sur la customisation? Oui, du coup c'est ce que tu disais, 2-3, effectivement on revient un petit peu aux sources. Après toi je sais PJ, t'as beaucoup joué au 2, là t'as pu essayer très vite fait le 6. Je me suis fait démonter, ouais. Oui. Au niveau de la customisation. Alors au niveau de la customisation, j'ai pas pu tester énormément, mais en tout cas déjà un petit truc, moi, est-ce qu'il y a des armes bonus, genre comme dans le 2 ou pas? Genre t'as la même arme mais genre... Non, en fait, à ce niveau-là, il n'y a plus effectivement le choix des armes. On peut toujours créer des costumes, donc ça c'est sympa. D'accord. Effectivement, on revient un petit peu aux sources, mais c'est vraiment plus sympa actuellement. Et oui, Thomas, pardon, vas-y. Il y a des mot de la lootbox. Non, il n'y a pas de lootbox. Par contre, il y a des DLC, il y a To Be en DLC, voilà. Très bien. Acheter. C'était donc le mot de la fin, acheter. on n'est pas du tout acheté, nous. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va d'ailleurs en avoir la preuve avec toi, PJ, parce qu'on va parler de Daredevil saison 3, n'est-ce pas? Alors, grosse hype. On est parti. Alors, écoutez, 2 ans après la 2e saison avec le Punisher, Daredevil, le montant l'air aveugle de Marvel, revient chez Netflix. Alors, faut savoir que la dernière fois qu'on a vu Matt Murdock, c'était dans Defenders. Donc, il va y avoir un peu de spoil, je suis désolé. Mais en même temps, qui a regardé Defenders, qui veut voir ça? Personne. Voilà, très bien. Vas-y. Pour l'avoir vu, je peux témoigner. C'est peut-être pas utile. En tout cas, à la fin de Defenders, normalement, Matt Murdock est censé s'être sacrifié pour la cause commune parce que il est mort et enseveli sous un bâtiment, sous un immeuble. Donc déjà, rien que la présence de la saison 3, ça montre que, non, en fait, il est pas mort. Donc
Voilà. Donc on se retrouve avec un faux cliffhanger, c'est-à-dire il est peut-être mort. Bah non, en fait non, il est vivant, mais il est pas très bien, il est pas très en point en fait. Quand même, il s'est pris un bâtiment sur le coin de la gueule, il est un peu fatigué, donc il va en fait se cacher un peu pendant un certain temps dans une église, dans l'église en fait dans laquelle il a grandi en étant orphelin, pour essayer de retrouver ses pouvoirs qui ont un peu perdu à cause de ça. Mais bon, entre-temps évidemment, il n'y a pas de repos pour les héros, ce qui fait que un vieil ennemi revient et Daredevil va devoir quand même reprendre du service malgré le fait qu'il soit complètement nul. Exact. Alors le vieil ennemi qui revient, on l'a vu, c'est Wilson Fisk, Exactement. évidemment, qui va peut-être sortir de prison par le biais d'une machination qu'on vous dévoilera pas. Bah non. Mais finalement, ce récit de renaissance un peu, ça me paraît un petit peu bateau. Qu'en est-il en fait? Est-ce qu'il transcende un peu tout ça? Alors, faut savoir que officiellement, les producteurs et même Charlie Cox, l'acteur principal, l'a confirmé. Cette troisième saison est censée se baser, du moins de façon un peu façon un peu ouverte, sur l'arc narratif Born Again, qui a été fait par Frank Miller. Et alors, attendez, j'ai l'autre nom, je vais y arriver. C'est un peu compliqué. Mazzucchelli. Merci. Arc narratif dans lequel en fait Daredevil vit une espèce de chemin de croix dans lequel il est complètement désavoué, il a tout perdu, sa femme elle est accro à la drogue et puis elle fait de la pornographie fait du porno pour acheter de la drogue. Enfin c'est super cool, c'est super sympa. Des thématiques qui sont évidemment pas du tout reprises dans Daredevil saison 3 ici, puisque faut rappeler quand même que Netflix, Marvel, faut quand même garder un truc un petit peu joyeux, pas trop non plus parce que ça reste Daredevil. Faut rappeler quand même la première saison de Daredevil a quand même énormément marqué par son côté en fait on peut avoir des super-héros un peu dark et un peu avec des vrais enjeux et tout. Sauf que ça à l'époque ça marchait. Aujourd'hui ça marche un peu moins et le problème c'est que cette saison 3 se base un peu trop là-dessus. C'est que on se dit, et j'ai l'impression que chez Netflix ils sont retrouvés, ils ont fait on va faire pareil mais en plus dark et encore plus voilà. Sauf que pendant les réunions il y avait que le chef-op qui était là. Il n'y avait pas le scénariste ou quoi. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un scénario où on a des rebondissements qui sont parfois on va dire un peu dignes d'un dessin animé Spider-Man du matin, genre vas-y mets son masque comme ça on va croire que c'est lui qui a tué ces gens. Bon, voilà. Et à côté on se retrouve en fait avec une image et une réalisation qui est complètement aux fraises parce qu'on ne voit absolument rien. Rien que le premier combat pour moi dans la série, c'est dommage parce qu'ils sont toujours aussi bien chorégraphiés, mais rien que le premier combat j'ai passé mon temps en fait à modifier la luminosité de mon écran, donc je n'ai rien vu, j'étais même pas concentré. Enfin bref, c'était un peu problématique justement en fait cette histoire d'image un peu trop sombre. Moi c'est un truc qui m'énerve beaucoup avec les séries Netflix en ce moment. On a l'impression que on veut faire du dark, donc on montre du dark, mais enfin bref. Donc ensuite au niveau des enjeux, Daredevil il revient dans son truc de justement la saison 1 et la saison 2, c'est il y a des choses difficiles, il va peut-être falloir que j'aille tuer le méchant, mais je suis gentil donc je vais pas le tuer, mais jusqu'où je peux aller. Voilà, c'est un peu le syndrome de Batman. Oh là là, il y a des méchants mais on peut pas les tuer, mais pourtant ils sortent de prison parce que Fisk donc d'ailleurs qui dans cette saison obtient enfin son patronyme de Cade. Ça y est, il le nomme enfin The Kingpin. Il était name drop une fois dans la saison 2, mais il est institutionnalisé en tant que tel dans la troisième. J'ai dû m'endormir à ce moment-là. Bref, en tout cas voilà, de manière générale c'est pas ouf, mais donc voilà, excuse-moi. Mais du coup c'est encore un échec Marvel Netflix. Après ça dépend ce qu'on entend évidemment par échec. Au niveau de l'adaptation, au niveau de juste Born Again, il n'y a pas grand chose qui a été pris en fait, clairement. C'est juste, ils se sont dit, je pense d'un point de vue purement marketing, bon, on va faire ça, on va faire Born Again parce que ça a du succès. Mais sinon de manière générale, on se retrouve devant un truc extrêmement bateau. Il y a quand même un petit truc qui vient sauver tout ça, c'est le personnage de Dex. Alors je vais pas trop spoiler, enfin pas trop en parler parce qu'après il y aura trop de spoilers malheureusement, mais le personnage de Dex, du moins son traitement est très intéressant. Même si je peux pas m'empêcher moi en tant que fan de comics me dire c'est quand même une occasion un peu ratée, mais en même temps si vous avez vu la série Punisher, on va dire que c'est un peu un copier-coller du méchant du Punisher, donc de toute façon c'est du déjà vu aussi. Donc clairement, voilà, qu'on soit d'accord, la saison 3 de Daredevil, pas passionnante, même si vous attendez un payoff à la fin, parce que bon, autant Iron Fist saison 2 et Luke Cage saison 2 étaient pas non plus super top, mais au moins à la fin il y avait quelque chose qui donnait un peu l'impression de se dire la prochaine saison il peut se passer des trucs bien. Là même pas. Donc peut-être, si, à moins que vous soyez un énorme fan comme moi,
allez-y. Sinon, je vous conseille plutôt de passer de votre chemin. Ou alors, petite technique chez vous. Lancez un épisode de Spider-Man, la série des années 90. Changez la luminosité à 0. Et puis entrecouper quand même de temps en temps de la saison, de moments de saison de Punisher, histoire d'avoir le méchant. Et on obtient à peu près la saison 3 de Daredevil. Voilà. Donc une bonne grosse créature de Frankenstein, ça a l'air un petit peu compliqué effectivement. Exactement. Les amis, vous avez un petit peu suivi les séries Netflix, Marvel autour du plateau? Dis-toi, toi, je crois que oui. Moi, j'avais regardé Punisher, j'avais bien aimé. C'est vrai que j'ai pas pu finir parce qu'après j'ai suivi d'autres trucs. Là, j'ai commencé la nouvelle série de Netflix, The Hill of the Haunting House, un truc comme ça. J'aime beaucoup les séries d'horreur et c'est plutôt bien foutu. Mais c'est en fait c'est un souci de Netflix en fait de vouloir faire des choses dont ils ont pas les moyens et surtout le temps. Ils ont certainement un gros souci de temps parce qu'ils font trop de choses en fait. Ils en font beaucoup. Et The Punisher, j'ai trouvé ça très bien. Et Daredevil, alors que j'aime beaucoup en plus ce héros, et je suis l'un des seuls à avoir à peu près apprécié le film Daredevil avec. Oh non, il était marrant. Ouais. Moi j'aime. Ouais, voilà, il est marrant. Mais ça m'a jamais vraiment donné envie parce que j'ai peur en fait de Netflix, du traitement de Netflix pour Daredevil. Thomas, Jordan, pas très super-héros, Jordan. Déjà, j'ai pas Netflix et puis en plus sur la série Daredevil, j'aurais le même avis que Grégoire sur le Stunfest. D'accord. Un avis pertinent et approprié, je pense. Très bien. Assez révélateur des honnête séries, intellectuellement quand même, hein. On peut saluer ça. Mais à la hauteur de ce que propose Netflix niveau super-héros depuis 4 ou 5 ans. Après tout, Iron Fist, pour reprendre les mots de PJ, la saison 2, il y avait un petit truc en plus à la fin de la saison 2. Il faut quand même rappeler qu'au début, au milieu, à la fin de la saison 1, au début et au milieu de la saison 2, il n'y a rien. C'est nul. Je veux dire, elle est nulle cette série. Voilà, elle est lamentable. Il y a des trucs intéressants. Après, c'est pas des trucs de ouf. Mais toi, t'es fan de base, donc. Jordan. Absolument pas, non. Le dernier truc que j'ai regardé, la dernière série, c'était Black Mirror, et depuis, il n'y a rien qui m'a poussé à regarder en fait. Après Black Mirror, c'est dur. Ouais, c'est difficile de regarder autre chose après. J'ai envie de rallumer la télé. Surtout Daredevil. Alors sur le chat, on a Kubi qui nous demande est-ce qu'on est d'accord que les séries Netflix depuis plus d'un an c'est devenu pourri? Ça dépend de quoi. Je suis tout d'accord. Pas d'accord. Moi j'aime beaucoup Maniac. Il y a un débat sur le chat là-dessus à ce sujet justement, mais je me les permets séries de relier les héros. questions. Ouais. Les séries Marvel Netflix, oui, forcément. Mais sinon, les séries Netflix de manière générale, je suis pas d'accord. Et la débauche qui nous dit je blâme le modèle économique de Netflix qui privilégie le modèle Nigeria, entre guillemets évidemment, produire plein de trucs et souvent naze. C'est-à-dire voilà, en gros inondé de contenu et puis on voit quel public trouve, ça trouvera forcément un public et puis au final tu rentabilises sur le long terme. Quoi. D'ailleurs, petite fun fact, c'est le Nigeria qui produit le plus de films au monde, devant l'Inde. Ah bah voilà, donc la parabole a son sens. Complètement. Les amis, merci pour ces deux critiques. Il est temps d'avancer. On se retrouve après la pause musicale qui est donc The Whispers and the Beat Goes On de la bande-son de GTA Vice City. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec PJ qui danse, cette fois-ci à la place de Florent. Est-ce qu'on peut avoir une image sur PJ? Il est parti. Bien. Et Jordan imperturbable. Imperturbable. Est-ce qu'il faut que je danse? La prochaine fois, je te fais danser avec moi, t'inquiète. T'inquiète, non, mais déjà, j'ai senti une pointe d'enthousiasme au moment de l'annonce de la pause musicale. Donc voilà, on y arrive. Non, je te taquine. Et Thomas, toujours au top. Très bien. Un petit tour, Greg. Prêt? On est prêt. Fidèle à moi-même. Tout le monde est prêt, très bien. Fidèle à toi-même. C'est la meilleure description. Donc, les amis, je propose qu'on lance direct le débat. On perd pas de temps. C'est les Open World, débat Hyperlink numéro 70. N'hésitez pas à partager avec nous vos questions et vos anecdotes. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé, je monte à $100. Alors, l'open world, d'où ça vient déjà? Jordan. Ça vient de l'Empire Yang. Je suis là pour ça. Si on demande à Wikipédia, on va nous parler d'Elite en fait. Donc simulation spatiale sortie en 86 si je dis pas de bêtises. 84. 84. Waouh. Oh le mec. Il a révisé. J'ai demandé à Wikipédia. Plutôt que de traîner au Stunfest, tu vois. Au moins, il travaille. Mais je suis pas tout à fait d'accord pour Elite, même si on peut parler d'open world dans le sens où c'est vachement grand, on peut aller un peu n'importe où. Pour moi, en tout cas, la définition que j'en ai, c'est une carte où on marche dessus et c'est un peu grand et il n'y a pas de barrière, quoi. Donc ensuite, on peut parler d'autres jeux, genre Ultima, tout ça. Et,
Bien dans le micro, s'il te plaît. Ah, ok. Voilà. Je n'étais pas familier avec. Pardon, excuse-moi. Non, mais effectivement, tu en as donné une bonne définition. Déjà, c'est peut-être une absence de barrière ouais. visible ou invisible. Ou invisible, peut-être, voilà. ça se faisait aussi. C'est une question de structure. Est-ce que pour vous, voilà, qu'est-ce qui différencie un overworld très grand, façon Ocarina of Time, d'un open world? Bah, une différenciation. La taille. La taille. Maintenant, pour toi, c'est la taille. Non, c'est bizarre. Hein. Tu veux différencier un grand open world d'un open world. Non, c'est d'un overworld. C'est-à-dire que c'est non open world quoi. Par exemple, Zelda 1 et Ocarina of Time, est-ce que les deux sont des open world ou pas? Bah, moi je pense que. Alors ça dépend. Ça dépend. Ça dépend merci, toujours. dis-toi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un open world, tu vas être. Alors ça dépend parce que Zelda, t'es pas tant guidé que ça dans l'histoire vers tes objectifs. Mais un open world, tu peux vachement être laissé à tes occupations en fait et à faire vraiment ce que tu veux. Alors que Zelda, tu ne peux pas. Concrètement, si tu fais pas le jeu, tu fais pas le jeu quoi. Ça dépend parce que The Maniac, par exemple sur le chat, qui je trouve parle du premier Zelda où là pour le coup parce que même au niveau du gameplay, faut pas oublier en fait que l'open world de manière générale, on parle d'un point de vue level design. Après tu peux appliquer tous les game design, enfin pas tous, mais tu peux appliquer pas mal de game design sur un open world. Tout dépend après de ce que tu veux en faire. Par exemple un jeu d'aventure, Zelda, un RPG, tu mets je sais pas Final Fantasy ou truc comme ça, tu peux aussi considérer que c'est des open world. Alors ça dépend. Après, tu as toute la question, et on va peut-être en venir à ça, c'est la question des objectifs. Parce qu'il y a aussi une question, je vois sur le chat la débauche qui réagit là-dessus. Est-ce que l'open world, c'est un jeu qui ne te prend pas par la main aussi? C'est un jeu qui te laisse libre de choisir tes objectifs. Grégoire, je te voyais... Faux, parce que à part si on enlève Zelda, Breath of the Wild, tous les open world ont un scénario qui reste un peu présent, un peu lourd, avec des missions principales bien distinctes et des missions complémentaires. Et généralement, les missions principales en fait peuvent être des actions que tu peux effectuer en exploration. Tu peux effectuer la même action de manière totalement libre, mais si tu l'effectues sans avoir validé avant, lancé la quête principale, tu vas pas avancer dans l'histoire. T'as des seuils. Et pourtant le jeu sera appelé Open World. Et d'ailleurs c'était pour ça que entre autres Breath of the Wild avait fait une différence. Dis-toi. Après t'as effectivement Breath of the Wild, tu peux faire tout le jeu avant de faire la quête principale, mais t'as des jeux comme je sais par exemple Skyrim, moi j'ai jamais compris où était l'histoire, tu vois. Pareil. Après j'aime pas le jeu concrètement, tu vois. J'ai beau essayer, me forcer, je le trouve bien, mais moi personnellement je n'aime pas ce jeu. Mais après il est excellent, hein, ça je peux pas le nier. Mais pour le coup tu vois, Thomas, est-ce que c'est pas un des points positifs de Skyrim justement, de te laisser aussi si on est simplement dans une quête secondaire ou dans la quête principale. Exactement. Et c'est là où moi je n'aime pas ça, c'est que je me sens perdu en fait dans le jeu et que du coup je me dis concrètement j'ai pas le temps, tu vois. Donc l'open world techniquement ça te prend pas par la main. Un open world réussi, achevé, abouti. En fait, je pense qu'un open world te permet d'avoir plusieurs objectifs à différents endroits et qui t'offre ça en fait. D'où le fait open world, c'est que forcément tu as des limites, ne serait-ce que par la technique. Tu es obligé de déterminer des limites à ta map, mais tu as des choses à faire aux quatre coins de la map, partout. Je suis un peu d'accord. Dans l'open world, il y a un peu la promesse de l'immersion, un peu partout dans le jeu vidéo, mais particulièrement dans l'open world. Et dans Skyrim, par exemple, le truc c'est balade-toi et au bout d'un moment, sur un chemin, il y a un type qui va dire machin, et on va avoir une quête quoi. Et du coup, sur Skyrim, en tout cas, on n'est pas du tout guidé vers les objectifs secondaires, en tout cas. Et je pense que ça fait un peu partie intégrante de l'open world. Côté balade-toi, il va se passer des trucs plutôt que termine le couloir, termine le boss et ainsi de suite. C'est ça, parce qu'il me semble, moi, avant que le terme open world soit vraiment utilisé, soit vraiment validé, on appelait ça plutôt des jeux bac à sable, parce que justement tu allais dans ton environnement dépendait, tu faisais ce que tu voulais de ton environnement en fait, tu te baladais, tu allais où tu voulais et tu jouais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Alors que effectivement les open world, du moins en ce moment, la formule quand même qui revient beaucoup, que ce soit pour Just Cause, que ce soit pour Assassin's Creed, que ce soit pour même Spider-Man, c'est dans l'absolu tu as plus ou moins accès à toute la carte, c'est juste que pour débloquer on va dire certains trucs faut faire l'histoire, pas forcément, faut avancer quoi, où tu vas dans des régions. Moi je vois par exemple Just Cause 3, tu peux accéder à toutes les régions que tu veux dès le départ, c'est juste que il faut que tu te tapes une demi-heure de marche à pied pour aller je sais pas où, parce que t'as pas encore effectivement débloqué genre le grappin qui permet d'aller super vite, tout truc comme ça, mais tu peux le faire techniquement.
Donc effectivement, c'est peut-être, on en revient à la question de l'absence de frontières. Après, maintenant, tu as posé un paramètre intéressant qui est comment est-ce qu'on conditionne la progression dans un open world, parce que si on met pas de barrière, ce sont pas les objectifs qui définissent l'avancement, mais peut-être les outils qu'on te donne pour te permettre d'avancer. Ça aussi. Puis il y a des fois, comme tu disais, juste la map t'est fermée en fait. Par exemple dans GTA, les GTA, juste les ponts ils étaient pas finis de construire parce que c'était ça le truc en fait. T'étais obligé de. Après ça marchait beaucoup comme c'est un peu la mafia. C'était d'abord ce quartier, après ce quartier, puis t'as accès à l'autre. Oui, ça l'explique narrativement. Voilà, c'est ça. C'est expliqué narrativement. C'est très bien fait. Bon. Et ça se fait. Arrête. C'est bien quand même. C'est bien foutu. Non, moi c'est le truc de Zelda, genre tu peux pas aller au Mont du Péril parce que tu as pas donné la lettre à machin. Et t'as pas de ça, tu vois, ce genre de truc. Par exemple, c'est l'anti-open world total. Ça pour le coup, ouais, c'est genre waouh, je peux passer par un endroit, mais non, en fait non, parce qu'il y a un mec qui te dit, il te faut cet objet que t'es. Enfin, c'est. En fait, t'as ça un peu dans tous les jeux. Oui, bien sûr. Enfin, et après, il y en a qui sont plus ou moins linéaires. Beaucoup d'open world représentent plusieurs îles, bien souvent. Sûr. Et l'avantage du pont, c'est que ça permet de ramener le joueur vers un passage précis. Tout comme l'utilisation des GPS dans quasiment tous les open world aujourd'hui, t'as un GPS. Sûr. C'est quand même pour, si tu veux raconter une histoire au joueur, tu le laisses libre, mais t'as envie de l'emmener quand même quelque part. Jordan, je crois que tu voulais réagir au moment où on a name droppé GTA. Ah ouais, non, mais je voulais dire que l'exemple était bien choisi, le côté genre les ponts qui permettaient. Oh là, j'arrive plus à parler. Les ponts qui ne permettaient pas de passer au. Mais est-ce que les ponts, c'est les seuls outils qu'on peut utiliser justement pour conditionner la. Non, pas vraiment. Si on prend l'exemple de Breath of the Wild, l'environnement lui-même appelle le joueur à se diriger vers une grosse montagne ou vers un truc. Je veux dire, le truc a été pensé pour qu'on puisse avoir l'œil qui s'accroche sur des détails et on a envie d'aller voir ce qui se passe là-bas, quoi. Après, il y a ton équipement aussi qui peut conditionner ta progression. Ou par exemple, Breath of the Wild, il y a des endroits où tu vas vouloir grimper, mais tu n'auras pas assez de stamina pour pouvoir monter. Et tu vas te dire je vais farmer un peu et je reviendrai peut-être plus tard. Parce qu'en fait, tu te rends compte que juste la zone, si tu y avais été avant, de toute façon, tu te serais fait dézinguer arriver en haut, quoi. Ou même le tuto, la zone tuto au début de Zelda Breath of the Wild, tu peux que la quitter parce que c'est le haut plateau, tu peux que la quitter à partir du moment où tu as le paravent. Voilà. Il y a Koubi qui pose une question sur le chat. Pour guider un joueur, enfin plutôt une intervention, pour guider un joueur dans un monde ouvert, le plus facile à faire, c'est comme dans les MMO, tu mets des niveaux d'ennemis. Ça se fait plus ou moins. Après, on peut. Ça marche, mais ça ne t'empêche pas de passer. Alors qu'une limite technique, par exemple, tu n'as pas le paravent, juste tu peux pas le faire. Le fait de mettre des niveaux sur des ennemis vont te déconseiller d'aller dans une zone, mais vont pas t'empêcher. Du coup, c'est pas mal aussi parce que ça te laisse quand même libre dans ta progression. Et puis avec un peu de chance, tu peux passer derrière. Voilà. À la Dark Souls. Exact. Ça s'applique pas à tous les open world. Maintenant, c'est devenu un peu une marque de fabrique de certaines licences, genre GTA, on n'arrivera plus à imaginer un GTA en open world. De toute façon, ça a toujours été en open world. Tout à fait, ouais. Et là, il n'y a pas ce principe de niveau d'ennemi ou quoi que ce soit. Les derniers GTA, c'est tu fais ce que tu veux et voilà. Ah, le micro. Oui, viens dans le micro, s'il te plaît. Désolé. Mais du coup, tu disais par rapport à que GTA, du coup, ne s'accommodera jamais des questions de niveau, de choses comme ça. Non, parce que surtout, en plus, le jeu est particulier. Il y a beaucoup de gens qui jouent à GTA sans forcément faire l'histoire ou quoi que ce soit. Juste, je vais monter dans une voiture, je vais écraser des gens, après je vais me balader, je vais regarder ce qui se passe, quoi. Thomas ? Du coup, je me pose la question, est-ce que GTA en fait c'est un open world, quoi ? Ouais. Est-ce que c'est un vrai open world ? Je pense que c'est un bac à sable avant d'être un open world. Là-dessus, je suis d'accord. Il y a une espèce du jeu qui veut être cohérent dans son univers et dans ses personnages. Par exemple, chez le même éditeur, dans Elle est Noire, on peut pas écraser les passants. Non. Parce que ça doit être cohérent avec l'histoire, quoi. Dans GTA, vous pouvez écraser les passants et une fois que vous avez plus d'étoiles, vous recommencez votre vie normale. En fait, il y a un truc qui est pas cohérent entre les actions qu'on nous laisse faire et le jeu en lui-même qui l'emmène plus vers un GTA-like au final, quoi. À l'époque d'ailleurs on appelait ça des GTA-like, tout le monde voulait son GTA-like avant qu'on prenne le mot open world. D'ailleurs, quand est-ce que ça s'est imposé le mot open world ? Où est-ce que vous identifiez la bascule ? Sans dire de bêtises, pour moi c'est Ubisoft qui a bien martelé le truc parce que ça l'embêtait d'appeler son jeu Assassin's Creed GTA-like. GTA-like à l'époque des croisades, effectivement.
Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant au niveau de la philosophie d'Ubisoft là-dessus, parce qu'aujourd'hui, pratiquement tous leurs jeux, que ce soit Far Cry, Assassin's Creed, Voilà, c'est tous les mêmes. Ouais. enfin pas tous les mêmes, mais en tout cas ils obéissent à la même philosophie qui est d'avoir une grande carte, on te laisse plein d'outils, tu peux faire ce que tu veux. Et mais est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu là je prends pas que Ubisoft, mais Ubisoft étant quand même le fer de lance de cette philosophie-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque de standardisation du marché au bout d'un moment? Moi, pour avoir joué dernièrement à Horizon et pour avoir joué à pas mal d'Assassin's Creed et même Just Cause, le principe reste, ou même Far Cry, le principe reste le même. C'est waouh, la région n'est pas explorée, je vais monter en haut d'un truc haut, c'est bon, ça a découvert la région, il y a 3-4 missions différentes dans la région à faire. Une fois que tu as fini la mission, waouh, elle est libérée, donc tu gagnes des trucs et tu passes à la région suivante. C'est un peu et j'ai l'impression que Spider-Man aussi c'était un peu le même. Spider-Man, moi je l'ai fait et c'est à peu près la même chose en fait. Dans l'exploration, tu vas être invité à la map, tu peux pas la voir et en fait dans l'exploration, en découvrant c'est exactement comme de Far Cry, des points de vue en fait, et ça va te débloquer la zone et tu vas pouvoir la voir pour justement te repérer, débloquer les différentes missions dans les différents quartiers de New York. C'est vrai que c'est un modèle qui se répète assez et moi ça m'a un petit peu freiné justement sur tous ces open world qui sortent, et je pense que maintenant ils doivent se délimiter par leur histoire en fait. Grégoire, en fait, d'un côté c'est normal parce que le truc open world, la différence avec Sandbox notamment, c'est que open world c'est le rapport du joueur avec l'environnement qui détermine que c'est un open world. Là où GTA c'est plus le gameplay, c'est son rapport avec. Alors c'est-à-dire comment dire, tu vas d'abord donner dans une boîte, dans un bac à sable, tu vas d'abord donner des outils au joueur et tu vas voir ce que lui en fait de manière totalement libre dans un environnement. Dans un environnement donné. Alors que dans Skyrim, tu vas donner un environnement et tu vas voir comment le joueur interagit avec les PNJ, comment le joueur réagit par rapport aux nouveaux bâtiments, aux nouvelles villes, aux nouvelles routes, aux légionnaires qui vont croiser son chemin, aux bandits, etc. Et donc là, tu rentres dans un open world, tu entres dans un open world au sens où c'est l'environnement qui va conditionner le truc. Et donc quand tu l'appliques à Assassin's Creed notamment, c'est normal que tu aies des grandes tours. Oui. Voilà. Après, effectivement, ce qu'il y a, c'est que ça conditionne, comme le dit Titouan, ça conditionne un peu l'évolution de la map. Et donc, effectivement, je pense aussi que c'est en termes d'histoire et de contenu que ça va se différencier, plus qu'en termes de notion de même grandeur de la map, d'open world, quoi. Alors justement, tu parles de l'histoire. On a The Maniac qui vous pose une question là-dessus d'ailleurs. C'est est-ce que finalement le piège dans l'open world, c'est pas que l'histoire soit un prétexte à se renforcer pour avancer? On parlait des niveaux d'ennemis justement pour délimiter les zones. Est-ce que finalement l'open world, c'est pas une usine à farm? Justement à monter des niveaux en permanence et qu'on se retrouve dans une expérience de fausse liberté où on te demande d'être plus fort pour avancer et au final tu fais ce que le jeu attend précisément de toi à un moment donné. Ça c'est plus pour les RPG, il y a beaucoup d'open world où il n'y a pas de niveau dans le personnage, quoi. Mais de toute façon en explorant, si tu fais des choses, techniquement tu montes de niveau. C'est ça en fait, tout dépend. De toute façon tu progresses d'une manière, que ce soit dans l'histoire ou sur ton personnage ou même dans ta découverte de la map, tu progresses de toute façon. Donc non, ça peut pas être une machine à farm techniquement, et puis tout dépend des jeux aussi. Voilà, un RPG, oui, forcément c'est le but du jeu. Alors là je suis pas tout à fait d'accord en fait. Moi je trouve dans les derniers open world assez récents, Far Cry 5 et autres, pas forcément là où il y a des niveaux justement, donc pas les derniers Assassin's Creed, mais je trouve qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde qu'on n'avance pas, on peut passer 20 heures sans avancer dans l'histoire principale. Ah oui, non, mais c'est ce que je dis, mais par contre ton perso avance, c'est ça que je veux dire, c'est que tu techniquement t'as des meilleures armes quand même. Oui, après s'il n'y a pas de niveau, tu fais la même chose en fait pendant 20 heures et c'est vrai. Tu risques de t'essouffler avant même de rentrer dans l'intrigue du jeu, quoi. Et puis surtout, en fait, l'histoire, je pense que la seule façon de rendre ça un peu intéressant, de pousser un joueur à suivre une histoire dans un open world, c'est de faire en sorte que l'histoire en fait implique des missions uniques, alors que les missions secondaires en fait sont toujours plus ou moins les mêmes. T'en as 4-5. Il y a de la chasse, t'en as 4-5 à tout casser si tu veux, genre va à tel endroit, va d'un point A à un point B, protège machin, ou donne tel objet à machin, ou récolte machin, ou bat le mini-boss du coin. Pardon, exactement. Donc le seul truc unique, je pense, pour pouvoir pousser le joueur à faire en sorte que à suivre l'histoire, c'est de faire en sorte que
les missions une mission principale soit autre chose que les quêtes FedEx justement. Donc ça c'est un enjeu d'écriture dont on parlera peut-être dans la deuxième moitié du débat. Est-ce que vous aviez une dernière chose à ajouter sur tout ce qui vient d'être dit, les amis? On a dit beaucoup de choses, je pense que. Jordan? Non, je suis complètement d'accord avec le côté. Les jeux Ubisoft, pour moi, je vais être assez dur, mais ils se ressemblent tous. J'ai vraiment l'impression que c'est juste des reskins et que c'est monte en haut de la tour, synchronise-toi et recommence quoi. Peut-être pas sur le dernier. Ils ont amorcé un virage avec Origin justement et on voit pour moi le premier de ce qu'on appelle les open world à la Ubisoft, c'était surtout Assassin's Creed 2 parce que le premier c'était plus un hub, il y avait rien à faire entre les villes quand. Le 2 et après ils ont poussé. Il y a moins ce côté quête FedEx dans les derniers je trouve. Notamment par l'aspect RPG justement où il y a un intérêt à aller à côté, à faire des missions secondaires et à farmer, c'est pour gagner du niveau. Alors que dans un Far Cry 5, il n'y a aucun intérêt en fait à aller pêcher par exemple. En plus ça ressemble vraiment à du remplissage parce que on est en train de chasser, en train d'essayer de sauver un comté d'une secte et hop on s'arrête de faire une petite partie de chasse. C'est même plus cohérent en fait. Ça fait vraiment du remplissage de. Skyrim, il y a plein de dragons qui vont tuer tout le monde. On va quand même aller voler des poulets quoi. Oui, c'est vrai. Oui. Il y a des incohérences dans tous les. Voilà, et on parlera de toutes ces questions d'écriture. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire dans la deuxième moitié du débat à ce sujet. On poursuit dans la veine GTA évidemment. Pour les pauses, on s'écoute J-Rock et Kendrick Lamar, The Hood Gonna Love It de GTA 5. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD du pixel avec PJ qui dodeline de la tête. Je dodeline. Et Jordan qui se laisse progressivement gagner par le groupe. Je dandine. Très bien. Et toujours avec Thomas évidemment, Titouan et Grégoire toujours au top. Toujours au top. Très bien. Bon les amis, je Fidèle propose à qu'on moi-même. reprenne directement le débat pour qu'on prenne pas de temps parce que il me semble qu'on a jeté beaucoup de pistes qui gagneraient à être explorées dans cette deuxième partie. La première question, on avait fini le débat sur la question de l'écriture en fait et du contenu. Qu'est-ce qu'on met dans les quêtes annexes qu'on donne aux joueurs pour l'exploration? Comment est-ce qu'on remplit un univers? Et je rebondis du coup sur l'intervention de Pseudoless sur le chat, qu'on salue d'ailleurs. Effectivement que le problème des open world, c'est pas forcément un problème de mécanique, c'est avant tout un problème de contenu. Moi je suis d'accord. En fait, il y a un moment où j'aimais beaucoup ça et il y a un moment où j'ai été énervé par la chose parce que c'était un peu la course à celui qui allait faire la plus grande map. Donc après, il faut la remplir cette map. Si tu n'as plus d'intérêt à aller à l'autre bout de la map, bah t'y vas pas. Et c'est juste chiant. Parce que le jour où t'as un mec qui dit mais t'as pas été là-bas parce qu'il y a un truc à voir, bah ouais, mais non en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est très important d'avoir un contenu intéressant, sinon juste tu n'explores pas l'énorme map que tu offres. Et paradoxalement, moi la dernière fois que j'ai eu ce souci, alors on va me détester, mais c'est avec GTA 5. C'est que moi je trouve que GTA 5 est vide. Avant l'online, attention. Attention, j'ai senti Jordan très d'accord là. Non. Repose ce couteau. Non mais il y a que 3 types de missions. Une fois que t'as fini la quête principale, il y a plus rien à faire. Je suis conscient que le jeu, si on le joue pas comme, je sais pas comment les développeurs voudraient qu'on joue à leur jeu, mais en tout cas, comme je disais tout à l'heure, les gens qui jouent à GTA, c'est se balader, écraser des gens et tout. Et c'est un peu random, mais au final, on va toujours se retrouver. On va explorer un peu toute la carte en faisant ça. En tout cas, moi, quand je joue à GTA, c'est la façon dont je procède. Donc, je peux comprendre oui, il faut que ce soit rempli, qu'il y ait des trucs à faire, que ce soit pas une grande map pour avoir une grande map, parce que c'est débile. Je veux dire, il y a des jeux comme Fuel, je crois, qui est un jeu de course où la carte est énorme, mais il y a rien à faire. C'est un désert. Je veux dire, dans ce cas-là, je prends ma voiture et je roule sans but, et je veux dire, c'est un peu pareil, quoi. Fuel, tu payes pas l'essence. Tu payes l'électricité de la console. Pas mal. Mais du coup, je tiens à m'excuser, c'était une question de The Maniac et pas de Pseudoless. Pseudoless qui du coup parlait surtout sur la question des zones à level dont on parlait avant la pause. Bon, je propose, on va peut-être pas revenir là-dessus parce que c'est quand même un axe qu'on a bien exploré. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter sur le sujet. Non, mais pour rebondir sur la taille de la carte, on en arrive à des aberrations comme No Man's Sky. En tout cas, la première version qu'on a eue, où au final, les planètes étaient assez random. Et le seul intérêt du jeu, en fait, c'était de faire le plus de planètes possible, en fait, sans s'attarder sur celle où on était. Ce qui n'est pas un intérêt en soi, en fait. Il y a déjà eu des trucs complètement énormes, genre Daggerfall. Oui, c'est pareil. C'était 45 000 km². Donc, après, voilà, moi, je peux rentrer chez moi ce soir, coder un truc, une carte qui est quasiment infinie, et je la remplis pas. Et je pourrais procéduralement, c'est facile. Ce qui était gênant, c'était le côté aléatoire, en fait, parce qu'on finit par retrouver des décors. On sait plus vraiment où on est. En fait, on retrouve les mêmes décors un peu partout. Peu ou prou, c'était un peu frustrant quand même, No Man's Sky. Même s'ils se sont rattrapés avec tous les patchs qu'ils ont fait. Là, ils ont fait un petit mode où tu peux jouer à deux, à la limite.
pourquoi pas. Et tu peux croiser des gens. Je le trouve toujours pas fun, mais ils sont Ah non, améliorés mais quand même. en soi, le jeu n'est pas fun. Hein. Juste construire un vaisseau et. Mais donc du coup, d'après vous, la génération procédurale, c'est pas une réponse à l'enjeu de la frontière de l'open world. Qu'est-ce qu'on fait de la taille de la map et qu'est-ce qu'on met dedans? C'est un outil de production en fait. Genre on voit avec Star Citizen où ils ont mis en place des systèmes de création procédurale pour aider à aller plus vite dans la création du monde. Après le full procédural, genre avancé, que tout se génère et que ce soit bien, je dis pas que c'est impossible, mais en tout cas c'est compliqué quoi. Ouais. Pour du Minecraft, c'est bien en fait. Ouais. Après je dis pas, peut-être dans 10-15 ans on aura enfin des trucs infinis qui seront géniaux, quoi. Ça dépend peut-être de ce qu'on recherche au final. Si tu veux une narration, il faut que le décor soit cohérent et donc il faut presque le faire à la main entre guillemets. Pour c'est pour ça qu'on que ça coûte reconnaisse super les cher, lieux. en fait. Oui, voilà. Ah, mais forcément plus restreint aussi. Après, parce que... souvent les open world qui proposent une génération procédurale sont des sandbox en fait. Oui, Du coup, puisque au final tu mettre une histoire dans un truc qui se fait, oui, voilà, tu peux pas nulle part, parce qu'en fait mettre une histoire t'obligerait à délimiter un début et une fin que tu n'as pas si c'est quelque chose de procédural. À moins qu'on fasse une histoire procédurale qui évolue au fil du temps, mais là on n'en est pas là. Là, on en revient à ce qu'on parlait avec Gotos sur l'émission sur la narration. Génération procédurale, IA, deep learning, amusez-vous. Mais bon, ça on n'y est pas encore. Grégoire, tu voulais réagir sur... Le gros avantage de génération procédurale, c'est la rejouabilité. Oui. Derrière, on peut rejouer le jeu en se disant, rejouer au jeu, en comparant avec ses potes le lendemain dans la cour de récré, par exemple, et se rendre compte que chacun a sa propre histoire. Et c'est pas si mal, en termes de pérennité pour le jeu notamment. Alors peut-être qu'on finira par explorer, si on prend 30 personnes, on finira par explorer toutes les possibilités, mais ça crée une bonne différence entre deux jeux qui peuvent un devenir un classique et un être un peu oublié au bout de 6 mois, quoi. Ça c'est la philosophie, on revient à Ubisoft, mais c'est la philosophie qui avait été donnée par Tommy François, c'est que l'objectif c'est de faire une carte énorme avec plein d'outils et en fait de réinventer les petits chevaux, c'est-à-dire que tu as une infinité de parties possibles avec les outils qu'on te donne et avec l'aire de jeu qu'on te donne en fait. C'est que chacun a sa propre partie, mais ça après, quelle part d'intention est-ce qu'on met dedans? Et oui, PJ, tu voulais réagir, excuse-moi. Oui, parce que là on parle de partie, ça veut dire qu'il y a un objectif. Il y a une sandbox, est-ce qu'il y a un objectif? Non, techniquement il n'y en a pas. C'est No Man's Sky littéralement, on te balance dedans. Que tu te fixes. Voilà, c'est du game, du metagame, c'est toi qui décides dans le jeu ce que tu veux faire, c'est toi qui donnes tes propres objectifs. Alors que Open World, c'est lui qui te donne des objectifs, et effectivement il y en a qui viennent un petit peu à se plaindre parce que les objectifs sont toujours les mêmes, et que soi-disant, waouh, il y a plein de trucs, tu peux faire tout ce que tu veux, en final pas tant que ça, c'est juste que tu peux t'as juste le choix, ou du moins l'illusion du choix de te dire tiens je peux faire autre chose que la quête principale, mais c'est toujours la même chose. Du coup ça dilue, moi c'est le problème que j'ai avec les open world en fait. J'en fais si tu veux raconter une histoire, tu perds en intensité en fait, parce que tu dilues l'histoire petit à petit avec des quêtes secondaires. Un Assassin's Creed, je pense qu'Assassin's Creed, pas les derniers mais les plus anciens, auraient pu être des jeux couloirs en fait. C'était un des modes de Prince of Persia à l'origine, donc Prince of Persia est un couloir. Tu gardes une intensité que tu perds avec les open world. Pardon. Alors justement, j'avais un super exemple pour ça que mon prof de culture générale quand j'étais en game design nous avait sorti. C'est Final Fantasy XIII. Final Fantasy XIII lie son level design et son histoire ensemble, parce qu'il faut savoir que la moitié du jeu de Final Fantasy, qui a joué, personne n'a joué ici à Final Fantasy XIII. Si, mais moi ça ne m'a pas. On est d'accord, mais pas plus d'une demi-heure. Voilà, c'est ça. On est d'accord. C'est bon. Parce que en fait, figure-toi que tout le jeu est en couloir jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain moment où en fait le jeu passe en open world, et c'est justifié par l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait pendant tout le début de l'histoire, il y a un côté où la destinée, on est tous liés, enfin on est tous destinés à suivre le même chemin, je sais pas quoi. Donc forcément dans le level design tout est en couloir, et à partir du moment où ils arrivent à se détacher de ce côté, de cette idée de destinée, ils arrivent en fait dans un open world. Et là c'est à ce moment-là où tu reviens en fait dans un truc, dans une formule un peu plus classique de Final Fantasy qui est waouh, il y a un monde ouvert, il y a plein de monstres, tu peux aller à droite à gauche, voir tel village, je sais pas quoi. Alors qu'avant c'est vraiment un couloir. Et en soi l'idée est bonne, mais après l'application est naze malheureusement. Après ils le font à peu près tous. Moi FF7, la première fois que j'y ai joué, j'étais plutôt petit. Je fais il est génial ce jeu. Et puis je sors de Midgar et je fais il y a d'autres villes. Oui, effectivement. Mais ça faisait genre 8 heures que je jouais au jeu. Et là tu te dis mais le jeu commence en fait. Ça je trouve ça. Et ça pour le coup ils l'ont bien fait dans Final Fantasy VII et aussi dans Okami. Alors il y a Macaron Framboise sur le chat qui pose une question. À quand le Assassin's Creed roguelike avec map à génération procédurale? Ça serait pas. Jamais. Jamais, parce que ça serait nul. Ubisoft a quand même la volonté de raconter une histoire quand même. Ouais.
Ah oui. En plus, c'est vrai que les histoires d'Assassin's Creed, elles sont quand même bien, quoi. C'est bien foutu avec les premières, avec l'Animus et tout ça, c'est bien foutu. Donc pourquoi passer outre ça si ton jeu ne te le permet pas, quoi. Mais il rajoute trop de contenu sur les cartes, quoi. Quand on voit la carte vidéo, quand t'es à la moitié du jeu, t'as des petites icônes partout sur ta map, quoi. Ça devient plus. C'était le même problème avec The Witcher aussi. Ouais. The Witcher, il y a plein d'icônes, les mêmes icônes partout en fait. C'est-à-dire qu'au final, tu fais une liste de courses en fait. C'est un peu ça. Voilà. Mais tu traces en fait, moi je traçais mon chemin en fait sur les cartes en disant alors je vais passer par là comme ça je vais pouvoir prendre Et tel truc, tel truc et au final genre c'était horrible. Bah, au bout d'un moment tu perds l'intérêt pour le jeu, quoi. Oui, tu voulais réagir. Non, je te voyais regarder le chat, je me disais The Witcher est sauvé par une bonne narration, quoi. Oui, clairement, évidemment. Ouais. Et un univers et une DA qui est vachement cool aussi. Mais en soi, c'est vrai que de manière générale, l'open world du Witcher, moi, m'avait énormément saoulé. Mais à côté, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off. C'est pas vraiment un open world, mais c'est tiré d'un open world. Mais Blood Dragon, pour le coup, est plutôt concis. Il est sympa, tu peux quand même te balader. Après, le jeu est court. Il a été créé pour être court. Mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as fini, t'en voudrais un petit peu plus, quoi. Encore une fois, parce que la narration est intéressante et la DA aussi est intéressante. Après, il y a deux trucs. C'est soit effectivement, on a un Blood Dragon où il n'y a que le mode histoire qui est intéressant et après il n'y a plus grand chose à faire, mais on a quand même un open world. Soit on a un open world avec plein de trucs à faire et dans ce cas, on s'en fout de l'histoire. Les amis, on va peut-être avancer sur les questions des perspectives qui s'offrent à l'open world. Alors, on a posé. La question a déjà été posée sur le chat, la question la plus extrême avec les roguelikes, etc. et la génération procédurale. Mais est-ce que. Enfin, il y a eu toute une polémique autour de Red Dead Redemption 2 cette semaine, quand même. C'est-à-dire que parfois, pour faire des jeux exceptionnels, il faut s'impliquer de manière exceptionnelle. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? Donc c'est une vraie question, c'est-à-dire quand on a des jeux avec des ambitions aussi importantes, on peut s'en donner les moyens, mais c'est l'exception, c'est pas la norme. Et est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond technique pour ce genre de jeu? En tout cas en termes de moyens qu'on peut mobiliser, Jordan. Au niveau du hardware, non, je pense pas, ça ira toujours en s'améliorant. Après, oui, c'est vrai que les open world, c'est dantesque. Pas tous, mais en tout cas, surtout par exemple les exemples de GTA, Red Dead, c'est des milliers et des milliers de personnes, quoi. Et faut payer les heures sup, rien que ça serait bien. Arrêtez de faire cruncher les gens comme des oufs parce que quelqu'un qui travaille trop, il travaille moins bien, quoi. Je veux dire. Puis au niveau de la santé, c'est pas top. Ça serait juste sympa. Non, mais c'est une vraie question, c'est-à-dire que jusqu'où est-ce qu'on peut faire des open world partout, tout le temps, pour tout le monde? Là, je pense qu'ils ont été un peu loin quand même. Enfin, je suis désolé, mais le coup de la barbe qui pousse. Moi, c'est les testicules du cheval. Quand ils ont dit qu'ils les avaient modélisés, je suis devenu fou. Non, mais après, ils disent il y a des mecs qui ont travaillé 100 heures. Mais t'imagines si c'est lui qui a travaillé 100 heures pour modéliser des couilles de cheval? Ouais, non, mais tu deviens fou. Mais justement, parce qu'il n'y a pas un plafond humain là-dessus. Non, mais il y a un moment, il faut juste se limiter. Il y a un plafond du côté des studios, il y a aussi un plafond du côté des joueurs. Est-ce qu'on peut se permettre d'investir 200-300 heures dans un jeu C'est possible, mais dans ce cas-là, ça veut dire que c'est le seul jeu auquel vous jouez, quoi. C'est ça, c'est aussi une autre question, c'est quel rapport aux jeux vidéo est-ce que le joueur entretient et qu'est-ce que les entreprises attendent des joueurs quand elles leur proposent des jeux comme ça. Et puis est-ce que le contenu en vaut la peine au final? Est-ce que ça vaut pas le coup de passer 300 heures sur un jeu si on a passé 80 du temps à farmer, quoi? Surtout ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en ce moment, la recette, on va dire un peu générale des jeux vidéo, c'est on va vous sortir un jeu et puis après on va quand même comme ça et on rajoute du DLC, des machins et tout, pour faire en sorte quand même que le jeu soit le plus périn sur le long terme. Donc sortir un jeu fini comme ça, alors après certes il y aura sûrement des DLC pour Red Dead Redemption, il y a un mode online aussi, oui, j'imagine, mais là il va y avoir du contenu qui vont faire en sorte que le jeu va durer, mais là j'ai l'impression que toute leur force a été mise sur justement la quête solo, l'histoire, l'environnement, le truc comme ça. Mais une fois que c'est fini en fait. Et j'espère vraiment qu'ils ont apporté quelque chose dans leur monde ouvert qui permet de y revenir justement malgré le fait qu'on ait potentiellement terminé les trucs. Moi, le premier, j'ai tout terminé dedans, mais j'y retourne pour jouer au blackjack. J'y retourne pour jouer au poker, pour me balader dans les grandes plaines, c'est cool. Alors, on a discuté avec. C'est ça qui est intéressant, ouais. Du coup, t'es plus fan de sandbox en fait que c'est pas tant l'histoire. Moi, je veux d'un monde ouvert où finalement il y a une fin et je reviendrai pas dans le jeu, quoi. Ouais, moi je suis d'accord. C'est un problème d'objectif en fait. Ubisoft par exemple
fait des open world, ils l'ont dit clairement, c'est pour garder les joueurs, quoi. C'est l'économie de l'attention, de l'engagement qui permet de les faire dépenser derrière en microtransactions et tout ça. Exactement. Du coup, c'est la volonté derrière l'open world qui pose Après, question, je pense. là, vu ce qu'ils ont fait sur Red Dead Redemption 2, la Rockstar a clairement juste envie de prendre tout le public qui est fan d'open world, leur en mettre plein la vue, en ayant fait plein de petits détails assez ridicules au final, juste pour capter tout le monde en fait. Je pense que c'est le but. Et tu fais un jeu extrêmement long pour que les gens restent et aillent pas voir d'autres jeux en fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas du coup un risque d'embouteillage généralisé de l'industrie ? C'est-à-dire que du coup, forcément, il va y avoir des morts, quoi. Si tout le monde commence à faire des open world aussi grands, aussi riches en contenu, et en plus avec des DLC sur le long terme, est-ce que le portefeuille du joueur peut suivre ? Jordan ? C'est dur aujourd'hui de créer quelque chose quand il y a des open world à côté. Je veux dire, ça va pousser forcément. On a des points de comparaison, donc je veux dire, aujourd'hui créer un jeu en couloir, s'il aurait pu être fait en open world, ça pourrait être frustrant. Et de même que faire un open world, c'est pas un gage de qualité. Je vois par exemple avec une série que j'ai pas du tout aimé, les Watch Dogs, j'ai trouvé que l'immersion était naze, quoi. C'est soit on le fait à fond et on prend plein de gens, on les fait bosser comme des tarés pour avoir un truc qui est génial, ou soit ça va être pourri, quoi. Très bien, je pense que c'est un peu le mot de la fin parce qu'il est déjà 18h, pardon, on n'a pas fait le changement d'heure, pardon. Et voilà, il est 20, voilà, ça y est, nous y sommes. Dernière question du débat, c'est quoi l'open world dont vous rêvez ? Comme ça autour du plateau. S'il n'est pas sorti. Non, voilà, l'open world. Jamais sorti. Voilà, l'open world, comme ça, t'appuies sur un bouton, l'open world dont tu rêves, Grégoire. Infamous remis à jour avec les capacités techniques d'aujourd'hui. Un nouvel Infamous. Un nouvel Infamous. C'est le prototype. Ouais. Là pour le coup c'est super cool. Ouais. Voilà, parce que énormément sous-côté. Parce que Cole, le personnage principal avec ses pouvoirs électriques, il en jette un max quand même. Et l'expérience était incroyable. Et je pense que j'ai jamais dévoré un jeu aussi rapidement et aussi. Je veux dire, ma vie s'est arrêtée au moment où c'est sorti et ma vie a repris. Quand ils ont fait Second Son. Voilà, c'est ça. Quand on t'a ranimé. Quand on m'a ranimé, c'est ça. Okay. Infamous aujourd'hui. Très bien. Thomas ? C'est difficile à dire. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai moins de temps que quand j'étais étudiant à investir dans un jeu. Du coup, l'open world dont je rêve, c'est un open world. C'est un jeu qui utilise l'open world parce que c'est cohérent avec le jeu, mais qui me raconte une belle histoire et qui est limitée dans le temps, quoi. Donc une expérience bornée qui sait où elle va et qui sait orienter ton regard. Si je dois sortir du jeu et me dire ça y est, il est fini, je dis pas que je le ferai pas plus tard, mais un jeu qui m'oblige presque à revenir toutes les semaines, parce qu'on pourrait parler aussi des mécaniques qui font qu'on t'oblige à revenir régulièrement sur le jeu. Ça, je suis pas fan. Ok, donc le jeu service, t'es pas trop client. J'ai moins le temps, je préfère garder du temps pour plus d'expérience, quoi. Très bien. Titouan ? Moi je suis totalement d'accord. J'aime le jeu vidéo en fait. Donc je suis plus à vouloir faire des expériences finies, plus ou moins longues. Je suis capable de jouer à un jeu plus ou moins longtemps. Zelda Breath of the Wild, j'ai passé énormément de temps dessus. Mais je pense que, en plus, voilà, on en parlait avec les embouteillages, il y a de plus en plus de jeux. Il y a beaucoup de jeux intéressants. On peut pas. Pour moi, un jeu idéal, ça serait un jeu qui soit assez long, qui offre une bonne expérience d'open world, mais qui soit fini en fait, et que tu puisses être content à la fin de dire ok, j'ai fait beaucoup de choses intéressantes, pas des quêtes annexes à la con, et que ce soit bien. Voilà, juste ça, que ce soit bien. Donc t'as pas une licence en tête comme ça qui te ferait envie en open world Si, un bon FF15. FF16, Matsuno si tu nous entends. PJ. Alors effectivement moi de manière générale aussi je suis beaucoup sur le côté du moment que l'aventure est finie, bon après j'y reviens pas forcément, sauf justement dans le cas de Red Dead Redemption ou d'autres qui sont assez exceptionnels pour l'univers, juste pour la déco, pour se balader dans les plaines, voir les bisons passer, juste arriver à Blackwater, aller au bar et juste faire du poker. Moi c'est juste ça, c'est ce côté-là. Je dis pas que je la rallume tous les jours pour faire ça, mais de temps en temps je me dis en plus il y a aucun autre jeu sur le Far West, et le Far West c'est quand même un univers assez intéressant, donc il y a eu des jeux Lucky Luke. Oui, il y a eu des
Pas en open world. Mais Sur Game Boy, c'était bien. sinon, de manière générale, je pense qu'il y aurait une mécanique sur laquelle je voudrais bien me baser à avoir un open world, c'est celle de la nage dans Majora's Mask. Ce qui fait genre, j'aimerais avoir un jeu Echoes of Dolphin en open world. Alors tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vraiment genre, on nage partout, on passe à travers des trucs, et puis on saute dans l'eau, on saute hors de l'eau, et puis juste ce sentiment de liberté là. Alors après, Il y a forcément- Aquaman sur GameCube. Hein. Oui, mais non. Subnautica, où il y a de la Ah flotte. oui, c'est vrai. Pas un dauphin. Mais il y a aussi Abzu, non, qui est. Abzu, ouais. Abzu, c'est Journey open sous l'eau, donc Oui, voilà, un peu c'est plus ça, Mais c'est dirigiste. pas un open world. mais à la Subnautica limite, et si c'est ça un qui te sandbox. plaît, Abzu, c'est parfait. Quoi. En Ouais, VR. Mais moi, je veux vraiment un truc rapide, un truc qui comme ça. Bah, Subnautica. Jordan, Moi, ça serait un Star Citizen qui tient ses promesses et sans microtransactions. t'as entendu Seb, hein derrière les vitres, il rigole. Ah, j'ai dépensé Voilà. 800 balles. Aïe 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 aïe. Bon, et bah PJ, je t'en veux énormément parce que tu m'as Je suis désolé. enlevé les mots de la bouche. Je suis désolé. Bon voilà, bah Echoes of Dolphin évidemment, enfin un open world sous-marin, je trouverais ça fantastique. Complètement. Ça ou dans les airs, enfin dans l'eau, dans les airs, un truc où t'as vraiment tout, tu peux diriger où tu veux. Ou sinon, bah, oui, un nouveau Pilot Wings mais en Forza Horizon dans l'air. Ouais. Ce serait très rigolo. J'avoue. Voilà. ce serait plutôt intéressant. Ou un Skies of Arcadia open world. Vous entendez, développeurs ou Bah, dans tous les cas, Sega, réveillez-vous quoi. Vous avez l'heure entre les mains, faites-en quelque chose. C'est tout pour ce débat. Merci. On a eu des questions sur la présence des GPS. On en répondra dans un autre débat. On n'a pas le temps. Il est l'heure. Et oui, il est l'heure de sévir. Il est l'heure du quiz musical. Quiz musical cette semaine qui s'intitule The Open Warudo. Donc, si vous suivez Jojo, vous connaissez les bails. Titouan, il apprécie. c'est Jojo bien. référence. Ah ouais, surtout. grave. Non. Ok, très bien. Alors, il n'y a pas de piège. Cette semaine, le quiz musical sera consacré aux Open World. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Une équipe de chaque côté, équipe rouge, équipe bleue. Si si votre réponse n'est pas la bonne, la parole va à l'équipe d'en face. Et inversement. Voilà, comme ça, les auditeurs peuvent jouer aussi. Et je vais vous demander de mettre vos feuilles sur le chat pour évidemment ne pas lire les réponses car les auditeurs sont extrêmement On n'a même pas besoin de vivaces. ça. Même pas besoin. Très bien. Alors nous avons l'équipe rouge, nous avons PJ et Jordan. Est-ce que vous êtes prêts? Non. Ok. Et nous avons Titouan, Thomas et Grégoire pour l'équipe bleue. Tu peux annoncer Titouan et Thomas, moi je. Oh. Si. Ah bah il y a juste Thomas alors. C'est ton numéro. Je suis prêt. C'est ton numéro. Épisode 1. Morceau numéro 1, c'est parti. Skyrim. Skyrim. Qui a dit Skyrim? Jordan? Moi, je l'ai pas dit, mais il a le Bah non, vraiment c'est produit. Grégoire. Ah non, c'est Grégoire, excuse-moi, je croyais que c'était Grégoire. toi. Ah non, on ne lève pas la main. Désolé. On ne lève pas la main, on donne la réponse. C'est bon, là, c'est bon. D'accord. Ok. Peut-on souligner la Oui. première réponse de la saison de ma Oui, part. j'avoue, félicitations. Et d'ailleurs, il y a une vidéo très sympa sur YouTube où vous pouvez trouver le compositeur de la musique de CM qui explique comment ils l'ont fait. Et ils ont enregistré des chœurs d'hommes. Ils sont à peu près 50 et en fait ils ont ramené plusieurs personnes pour faire un chœur de plus de 100 personnes. Oh là là, truc de malade. D'où la puissance. Et donc Jérémy Soul, le compositeur. Voilà, Voilà, pour avoir très son nom. bien. Pour le morceau Dragonborn sur la BO de The Elder Scrolls 5 Skyrim. 1-0 pour l'équipe bleue. On est parti pour le deuxième morceau. Red Dead Redemption. Et non, équipe rouge. Pardon. Ah. Ils l'ont pas, c'est bon. Attends. Une guitare comme ça. The Witcher 3 Je suis tombé dans mon piège. Non, équipe bleue. C'est pas The Witcher 3. Ah, ça cogite. C'est pas un Assassin's Creed? Non, c'est Prince. Non, c'est pas. Bah allez. J'aurais dit un Far Cry, mais. Ce n'est pas Far Cry. Titouan était presque. C'est Prince of. Non, Titouan était sur une bonne saga donc, qui a connu un épisode un peu récent. Origin. Non, ce n'est pas Origins. Ah, c'est. Un Odyssey, bravo. Odyssey, ouais. Assassin's Creed Odyssey, Ah, voilà, tout simplement. Merci les rouges. La déception de PJ. C'était un petit piège, effectivement. Le thème Legend of the Eagle Bearer par le groupe The Flight et le compositeur Mac Georgiades, je ne sais pas comment on prononce, sur la BO de Assassin's Creed Odyssey. Voilà, c'était un piège avec les petites guitares. Je m'attendais à ce que vous disiez Witcher 3 et c'était. Ouais, bah moi je maintiens. Je maintiens The Witcher 3. Et non, je conteste la réponse. Et non, donc 2-0. 2-0, très bien. Parce que je suis fatigué. Troisième morceau. Oui, si. Ça me dit un truc en plus. Ça. Bah. The Witcher 3?
Il fallait oser. Non. Merci les rouges. Non. Il fallait Non, oser. non. Et bah si, Non. je suis désolé. Non mais moi aussi j'ai. Je suis pas d'accord. Bah si. Je conteste. Écoute, non. J'avais la parole. Il m'a coupé la parole. T'avais pas la parole. Si, Non, non, il non, s'est tourné Titouan. vers moi. Non, mais j'attendais ta réponse. Il y a deux choses qui t'apprennent l'opportunisme dans la vie, c'est les quiz musicaux et l'immobilier à Londres. D'accord. Donc tu bosses ton opportunisme et tu reviens la prochaine fois. Greux. C'est Oui. un très bon perso de N'est-ce pas, Soul Calibur 6. Ouais, donc 3-0 pour l'équipe bleue déjà. Ouais, bah ouais. Mon Dieu. On continue pour l'honneur. C'était évidemment le morceau Commanding the Fury par Mikołaj Stroinski sur la bande son de The Witcher 3. On est parti pour le 4e morceau. Zelda Breath of the Ouais, Wild. c'est vrai. Très bien. L'équipe rouge qui a donc The Witcher 3. Ça veut l'honneur. Vous m'avez dit de dire The Witcher 3. On reconnaît tout de suite ce petit. Petit piano effectivement de Manaka Kataoka, morceau Riding Night sur l'OST de The Legend of Zelda Breath of the Wild, sorti sur Switch et que tu as retourné d'ailleurs fort honteusement sur Oui, le pardon, plateau. mais il arrête pas de tomber. Il arrête pas de c'est tomber, parce qu'il- effectivement. Regarde, tu vois, c'est. Et alors, boîte de Switch. Nintendo fait quelque alors chose. là on est au maximum, on est sur le toit du monde, c'est le dernier morceau 3-1. Oh, Mario et RPG. Non, Je dis de la merde en plus. oh putain. c'est Ça, un open world Oui. sorti sur GameCube et C'est- PS2. Ah bon Jeu d'Activision. Banjo-Kazooie. Non. Ce n'est pas- Non, ça- Activision. ça- on c'est veut pour que- nous, oui. Réfléchissons maintenant. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que ça sonne comme du rare. Oui, ça sonne comme. Ah bah c'est peut-être un Conquer. Ah bah non. Ah, ils l'ont sur le chat. Là, je dirais. Ah bah. Non. Sur quoi t'as dit GameCube et PS2 GameCube et PS2, c'est un jeu d'Activision. Dont un épisode est sorti récemment sur PS4. Ah c'est. Non. Pour moi, c'est la musique du manège dans J'aurais leur Coaster dit Call Tycoon. of Duty, mais. Ce n'est pas Call of Duty. Il est sorti Ça sur m'étonne- ça PS4. m'étonnerait. Oui, il est sorti sur Voilà. PS4, oui. Pour moi, c'est la Elle est musique passée du au manège Stunfest, dans celle-là, Roller tu l'as Coaster. pas entendu Non, Ah bon ce n'est pas ça. Ah bon bah c'est re pour nous. C'est un. C'est pas mal. c'est pas ta réponse. C'est un jeu de. C'est un jeu de super-héros. De super-héros. C'est un jeu de super-héros. DC Universe. Non. Un GTA-like avec un super-héros sur PS2, GameCube, par Activision, Infamous. qui date de 2004. Spider-Man. Shrek. Non, C'est Spider-Man. C'est Spider-Man. Oui, c'est Spider-Man. Ça, c'est la musique de Spider-Man. Bah je sais pas mais c'est forcément c'est- ça parce que c'est sur PS4. C'est le thème de la pizzeria dans Spider-Man 2. Carré il aime bien faire ça. ils ont été- adore c'est la explorer- musique qui est à la c'est vrai qu'il radio adore dans- explorer les. Ils ont été non mais c'est qu'ils ont été derrière. ils ont été extrêmement rapides sur le chat, ce qui prouve que c'est un mème qui est efficace. Voilà. Je m'en fous, on a eu The Witcher 3. Voilà, très bien. Sachez que Non, c'est nous qui l'avons fait. Sachez que j'aurais quand même donné le point si vous m'aviez donné le morceau original qui est Funiculi Funicula de Luigi Denza qui Ah, date mais de oui. 1880, l'inauguration Oui, du oui. funiculaire de C'est pour ça du que je le Vésuve. connais. Montmartre. C'est Voilà. pour ça que je le connais. Voilà. Mais Funicula, tout le monde l'a celle. Voilà, donc Pizzeria Theme sur Spider-Man 2, composé, disons, ils ont plaidé coupables, c'est Michael McQuestion et Lolita Ritmanis. On les embrasse. Bisous. C'est la fin de ce quiz sur un score de 4-1 pour l'équipe bleue. Ah, on a gagné le dernier. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'avait vu. Bravo. Non, il y a 3-2. Hein. Moi, je tiens. Non, il nous a offert le point. Non, j'ai désolé, c'est à Paris Games Week que je suis crevé. 3-2. Mais non, il y a 4 Il y a 4 4-1, vraiment il y a 4-1, 4 il essaie de Il se faut débrouiller. justement Bon, alors les amis, c'est l'heure des recommandations. Je vais sévir, je vais pas être gentil. Allez-y, j'en ai marre. PJ. Alors, moi j'ai deux petites recommandations. Oui. Une, c'est un show anglais que je regarde depuis maintenant une semaine en boucle qui s'appelle le Big Fat Quiz et qui est oui. genre un truc mais magnifique. C'est un burger quiz à la française, à l'anglaise. pardon. l'anglaise. Et il faut absolument voir ça si on aime. Alors par contre, attention aux accents parce qu'il y a des Écossais, des Irlandais, donc parfois c'est un peu difficile quand on n'a pas l'habitude. Et deuxième petite recommandation, j'ai commencé Sabrina de Netflix et c'est super cool. Franchement, j'adore. J'ai regardé 2 premiers épisodes. Il y a du Six Feet Under, il y a il y a du drama, du teen drama, et en même temps il y a du gore, il y a des trucs vraiment flippants, et il y a plein de trucs et c'est génial. Franchement, je trouve que pour l'instant, 2 premiers épisodes, allez-y. Alors je note que le CM de Netflix France doit être augmenté car il nous a sorti la punchline, on vous passe le Salem. Voilà. Donc rien que pour ça, je salue la performance. Jordan, as-tu une recommandation? Factorio, si vous n'avez pas joué à Factorio, c'est très bien. Sinon, je sais pas, le Eric André Show. Ah, nice. On va être copains. Titouan. Bah moi du coup j'ai donc je recherchais je retrouve pas en fait le truc que je vous ai dit tout à l'heure. Thomas, C'est- j'ai c'est- mal Non mais j'en ai plein. J'ai trouvé que ma liste de courses. Non mais c'est donc le dernier la dernière série d'horreur
Horror qu'ils ont sorti sur Netflix. J'ai commencé, c'est vraiment super cool. The Haunting House on the Hill. On the Hill, voilà, c'est ça. J'ai inversé l'ordre. Et sinon, Soul Calibur 6, voilà, c'est très très bien. Évidemment. Et sinon, Tali, Fille de la Lune, c'est très très bien. On en a déjà parlé. On en a parlé il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Hein. Et je force dessus, acheter. Non, en vrai, c'est vraiment super cool. Et j'adore, moi j'aime bien les beaux objets et c'est un bel objet. Alors on rappelle que c'est un manga français signé Soulia. Voilà. Oui, Souria, pardon. Souria qu'on a reçu il y a 2 semaines pour l'émission sur le sujet et on l'embrasse très fort. Il fait des live drawings sur Discord. N'hésitez pas à passer. C'est un très beau manga. Très bien. Thomas. Moi j'ai commencé un jeu sur smartphone, c'est Reigns Games of Thrones. Et c'est super cool. C'est vraiment bien, ça colle vraiment à l'univers de la série et le principe des choix. Et deuxième recommandation, j'ai attendu 35 ans pour goûter au gazpacho et je suis fan, donc D'accord. Buvez les gazpacho, c'est parfait. C'est fantastique. Mais quel goût? Tomate? Ah bah. Oui, tomate. Tomate et poivron, normal. Et toi, Grégoire? Un petit plat, une fondue, un truc. Le Stunfest. Alors non, absolument le Stunfest. Non, sérieusement, j'ai regardé Good Will Hunting cette semaine, un film qui date de 1997. Gus Van Sant. Absolument, avec entre autres Matt Damon, Robin Williams et Ben Affleck, je crois. Et Ben Affleck, j'ai eu du mal à le reconnaître parce qu'avec 20 ans de moins. Ouais. Et il s'appelle pas juste Will Hunting le film? Non, alors c'est Good Will Hunting en anglais et Will Hunting en français. Oui, voilà, c'est ce que je me dis. Ouais. Et il dure à peu près 2 heures, je pense que ça fait 2h15 en tout avec les génériques et il est incroyable. J'ai pas vu le temps passer. Il est c'est incroyable. c'est sur vraiment, Netflix. C'est vraiment, oui, c'est sur Netflix et d'un point de vue cinématographique, le tournage a été hyper cool, le montage est hyper bien fait et bon les musiques j'ai pas eu le temps d'écouter parce que il y avait les musiques d'Open World à étudier, mais voilà. Ça a servi, on a gagné. Ah mais c'est pour C'est ça. vraiment un super. Il fait ses devoirs. En fait, faut réviser. Merde. Mais on a un document interne avec toutes les émissions jusqu'au mois de janvier, les amis. Hein. Il faut faire vos devoirs, c'est pas possible. J'ai pris de l'avance PJ. Très bien. Quel est non, ta reco, Karen? Très belle recommandation. Moi, j'en ai 2. J'ai Daredevil Born Again, mais le comics. Oui. Voilà, dont est inspiré du coup la saison 3 de Daredevil. Tu as déjà pitché tout à l'heure. Effectivement, c'est Daredevil qui est au fond du trou. Karen est au fond du trou aussi. Et Wilson Fisk est au sommet de sa puissance. Exactement. Et a détruit Daredevil et comment il va s'en Il le rend sortir. parano. Voilà. Et en fait, il y a toute une dimension, disons, paranoïaque et traumatique qui n'est pas du tout dans la saison 3 de Daredevil. Absolument pour le coup. Et je recommande vraiment, c'est l'un des sommets du comic book, l'un des sommets de Marvel en général. Et sachant qu'on retrouve quand même pas mal d'autres personnages, il y a Captain America à l'intérieur, etc. Et c'est un chapitre de l'univers Marvel qui se télescope assez bien avec le personnage de Captain America aussi, dans la mesure où Fisk incarne un idéal de la réussite de l'Amérique. Ah oui, c'est quelque part. Oui. Et c'est assez intéressant de voir comment ça se télescope avec les idéaux de Captain America au moment où ils se font face à face. Enfin, c'est assez intéressant. T'as tout un passage comme ça. On pourrait faire une émission là-dessus sur les gangsters. C'est bien, il vient de la faire là. Ça pourrait être sympa. Ouais. Et ma deuxième recommandation, c'est Speed Racer. Ah oui, des sœurs Wachowski, film absolument halluciné, 2005-2006, quelque chose comme ça. C'est vieux, oui. Très grand film, incompris malheureusement, mais qui mobilise des techniques de montage que vous ne verrez dans aucun autre film. Ah, mais ça, jamais. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils prennent tous les procédés d'animation des années 60, 70, 80, avec les panels, etc., qui coulissent, etc. Et en fait, ils ont tout tourné sur fond vert pour ensuite moduler les images en fonction de ce qu'ils voulaient. Et t'as des transitions avec un visage de personnage qui passe devant, comme ça, et c'est assez incroyable. Enfin, t'as vraiment des idées grandioses. Voilà, effectivement. Tu l'as super bien fait. C'est son petit secret, ça. C'est très bien ça. Je fais beaucoup de gestes parce qu'il paraît qu'à la radio c'est bien. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, très grand film, vraiment. Pas du coup de tout le monde, parce qu'il y a quand même des ninjas, il y a des singes, il y a plein de choses. Il y a des voitures. Il y a des voitures, mais disons que c'est un peu la fusion. C'est la fusion entre Mad Max et Spy Kids 3, tu vois. Exactement. Un peu. Donc, Exactement. Ils ont eu un fils dégueulasse ensemble, c'est Speed Racer. Voilà, mais foncez, c'est vraiment un film radical. En tout cas, vous perdrez pas votre temps en le regardant. En tout cas, même si vous aimez pas, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur. Ça laisse pas indifférent. Voilà, ça vous laisse pas indifférent. C'est tout, les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Thomas et Jordan? Ce soir, je serai chez moi et sinon pour voir mon contenu sur la chaîne YouTube principalement, Un Drop dans la Mare. Un Drop dans la Mare, très bien. Et sur Twitter aussi, Un Drop dans la Mare, évidemment. Très bien. Et Jordan? Le prochain épisode de Post-Process, je sais pas quand on va le sortir. En tout cas, l'équipe de Post-Process, on a tous participé à un truc qui va s'appeler Le Vortex, qui est produit par Arte. Et normalement, ça devrait sortir en janvier, si je dis pas de bêtises. Très bien, on suivra ça de très très près. Merci à vous deux. Merci Titouan, merci Grégoire. Merci d'avoir répondu. Merci
Merci de m'avoir invité. Et merci de tout, merci Seb, merci Charlie, merci PJ, merci Titouan, merci papa, merci maman. Merci tout le monde. Et comme dirait la phrase consacrée, c'est la fin des choux. C'est la fin de ce numéro 70 d'Hyperlink. On remercie Charlie à la production, Sébastien exceptionnellement à la réalisation vidéo. Merci beaucoup. On remercie PJ pour sa présence en plateau. On remercie Titouan, on remercie Grégoire, on remercie Elisa, notre CM. J'adore cette nouvelle musique. Oui, j'adore. Et on remercie évidemment Maxime à la réalisation audio, notre bien-aimé directeur des programmes qu'on embrasse. Merci tout le monde. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Discord, sur Facebook, sur Twitter. Tout ça va s'afficher sous votre écran dans quelques secondes. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Salut. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.